Bonjour à tous et bienvenue à Canal Presse, édition de ce 7 août 2022. C'est votre émission dominicale qui vous permet de reparcourir, de refaire l'actualité de la semaine. Et comme tous les dimanches, nous sommes 4 autour de cette table. Nous allons rediscuter autour de l'actualité de cette semaine, notamment cette sortie de la 4e session du comité de suivi des recommandations du Grand Dialogue National. 3 années après, où en est-on? Quelles sont les retombées? Que reste-t-il justement de ce Grand Dialogue national? 3 ans après, nous allons en discuter autour de cette table au cours de cette émission de Canal Presse. Nous reparlerons bien sûr de ce que certains appellent du rififi au sein du mouvement pour la renaissance du Cameroun dans la région de l'ouest du Cameroun. Le parti serait donc en ébullition depuis quelque temps. Tout est parti des opérations de renouvellement des organes de base de cette formation politique après une implication que certains jugent suspecte du sous-préfet de l'arrondissement de Bafoussam 1er et qui s'est conclu justement par certaines exclusions au sein de cette formation politique. Nous en reparlerons au cours de Canal Presse de ce dimanche. Mes invités sont déjà avec moi en plateau. Je vous les présente juste après cette transition. Premier invité au débat de Canal Presse de ce dimanche, le docteur Marcelin Bema. Bonjour, bienvenue. Bonjour Michael, et merci d'être reçu une fois de plus sur ce plateau. Bonjour aux copanélistes, à Roland, que je n'ai pas croisé depuis longtemps, et à mon collègue, le professeur, maintenant professeur, parce que le RDL est déjà là dans la poche, donc c'est qui est bon. Merci d'être... À tous nos nombreux auditeurs, hein. Merci d'être venu à Canal Presse ce dimanche. Je rappelle que vous représentez le RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, sur le plateau de Canal Presse ce dimanche. Et le RDPC, notamment sa cellule de communication qui est en deuil, qui a perdu cette semaine, Madame Hélène Com. Oui, exactement. Hélène Com était une des communicantes voyantes de notre cellule. Elle est décédée, je pense, il y a peut-être une semaine et demie. Parce que nous avions parlé dans le forum du RDPC des communicants la veille. Elle était partie pour l'Ouest pour une manifestation et c'est de là-bas où la nouvelle nous est parvenue qu'elle est tombée, une mort subite et elle en est décédée. Donc ici, je voulais présenter les condoléances de tous les communicants à la famille nucléaire et à celle de communicants, s'il vous plaît. Et que son âme repose en paix. C'était une voyante militante, une voyante communicatrice. Elle était très disponible. Je pense que vous l'avez connue. Les téléspectateurs de Canal 2 l'ont bien connue. Elle était présente. À chaque moment où il fallait faire un remplacement, elle y était. Je pense que c'était une militante de première heure. Elle avait une carrière de diplomate. Elle a fait sa carrière, toute la carrière de diplomatie en Italie. Et nous préparons les obsèques sereinement. Merci, nos hommages également et toutes nos condoléances à sa famille. C'était une habituée de nos plateaux, vous l'avez dit, de Canal Presse également et les autres émissions spécialisées en politique sur Canal 2 International. Deuxième invité de ce dimanche, le professeur Luison Issomba. Bonjour et bienvenue. Bonjour Marc Kiptio, je fais une précision sur le docteur HDR. Ouais, donc il ne faut pas encore... Quand on dit professeur, ça peut prêter à confusion. D'accord. Donc merci de m'avoir convié. Je salue avec respect tous les téléspectateurs de Canal 2 International qui suivent cette émission. Permettez-moi de saluer également avec respect les autres copanélistes avec lesquels nous allons certainement éclairer la lanterne des nombreux téléspectateurs qui nous regardent. Merci d'être venu à Canal Presse ce dimanche. Vous êtes enseignant, on l'a compris, universitaire, juriste. Vous exercez à l'université de Douala. Depuis hier, la toile, cette information fait le tour de la toile. Alassane Dramane Ouattara qui a annoncé justement la grâce présidentielle au profit de Laurent Gbagbo. L'ex-président avait été condamné, on se souvient, dans l'affaire du casse de la BCAO à 20 ans de prison. À 20 ans de prison. Et hier donc, à l'occasion de la célébration de l'indépendance, de l'anniversaire de l'indépendance du pays, eh bien, le président Ouattara a annoncé cette grâce présidentielle. Une grande nouvelle, non, pour l'apaisement du climat politique en Côte d'Ivoire. Oui, ça a été très bien dit, dans le sens justement de l'apaisement et du rétablissement de la cohésion sociale. Le président Dramane Ouattara a pris une décision importante. Et je pense que c'est une décision
qui mérite d'être apprécié à sa juste valeur et qui mérite même d'être répandu dans d'autres États. Parce que vous savez, cela y va de ses pouvoirs constitutionnels. Au Cameroun, c'est l'article 8 alinéa 7, mais je crois que dans la constitution ivoirienne, c'est une autre disposition pertinente qui prévoit cela, c'est-à-dire qui confère des pouvoirs spéciaux au chef de l'État d'exercer son droit de grâce, c'est-à-dire que son pouvoir de grâce, et c'est ce qu'a bien fait hier Adama Ouattara. Et je pense que ce qui est intéressant à indiquer dans cette décision, c'est que il va bénéficier de ses arriérés, et la rente viagère lui sera restituée, et il va bénéficier de d'autres droits, parce que vous savez que à travers cette grâce présidentielle, il était condamné à 20 ans pour la casse de la BCEAO, vous l'avez dit, et cela n'avait pas encore été effacé. Et ça permet donc de faire justement une différence entre la grâce présidentielle et l'amnistie. Beaucoup s'attendaient justement à l'amnistie, mais la grâce présidentielle, la différence entre les deux, c'est quoi finalement? Parce qu'on a quand même lu certains dire qu'on se sera attendu à ce que ce soit une amnistie, mais pas la grâce présidentielle. Je voudrais prendre une image simple. La grâce n'enlève pas le péché, mais vous accorde le pardon. Or, l'amnistie vous accorde le pardon et efface le péché. C'est-à-dire que, si je veux rester techniquement, rigoureusement dans l'option technique, c'est que, par la grâce, l'infraction demeure, mais on vous accorde une liberté. Or, dans l'amnistie, on efface l'infraction et on efface justement la sanction. Donc, voilà la différence entre la grâce et l'amnistie. Mais aujourd'hui, de plus en plus, les constitutionnalistes tendent vers ce qu'on appelle une grâce-amnistie. C'est-à-dire que dans le contenu de la grâce, on peut y lire des arguments ou des éléments qui ont trait à l'amnistie. Parce que dans l'amnistie, c'est encore plus compliqué sur le plan formel. Parce que là, il faut l'intervention du Parlement. Vous voyez, c'est un peu plus fort. Le formalisme est un peu plus costaud, un peu plus lourd. Or, dans la grâce présidentielle, cela relève exclusivement de la compétence du chef de l'État. Est-ce qu'en l'état actuel des choses, Laurent Gbagbo peut être candidat à la prochaine élection présidentielle en Côte d'Ivoire? Ce serait très compliqué parce que l'infraction demeure. Vous voyez, et on ne lui a pas accordé l'amnistie. C'est pourquoi il y a tout le débat sur la grâce et l'amnistie. Parce que l'amnistie, je venais de le dire, efface l'infraction, efface la sanction. Or, dans le cas de l'espèce, ce n'est qu'une grâce présidentielle. Comme je disais tout à l'heure, peut-être faudrait-il encore lire d'entre les lignes pour savoir si c'est une grâce amnistie. Voilà. Merci Luison Essomba pour ces précisions. Troisième invité au débat de ce dimanche, Roland Dierou, maître Laurent Dierou. Bonjour. Roland Dierou, bonjour et bienvenue à Canal Presse. Bonjour Monsieur Kiptio, bonjour à mes copanélistes que je salue avec beaucoup de respect. Merci. Et je salue également les nombreux téléspectateurs de Canal Presse ce dimanche. Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes secrétaire national aux affaires judiciaires et juridiques du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, également avocat. Merci d'avoir accepté cette invitation. Et cette semaine, justement, Roland Dierou, dans un communiqué, vous faisiez état ou bien cas de l'un de vos militants détenu, malade, enchaîné sur son lit d'hôpital malgré l'anthropathie de ses deux membres supérieurs. Le communiqué était accompagné d'images, justement, des images qui ont été abondamment relayées sur les réseaux sociaux. Mais après cette indignation de votre formation politique, visiblement, les choses ont bougé dans le bon sens. Oui, je dois signaler que, effectivement, notre secrétaire national délégué en charge des droits de l'homme, mon confrère Maître Sikati, a alerté l'opinion publique à travers un communiqué concernant la situation de notre ami politique Kwame Adolphe, qui justement, admis à l'hôpital Lakentini, il subissait des traitements que nous pensons être des traitements cruels, inhumains et dégradants. Ce d'autant plus que il est admis à l'hôpital accompagné de geôliers. Donc il y a du personnel de l'administration pénitentiaire qui veille à ce qu'il ne s'évade pas. Mais en plus de cela, on estime qu'il faut quand même le maintenir enchaîné, alors que précisément, il est admis à l'hôpital pour des problèmes liés à ses membres. Et d'ailleurs, il faut le souligner, contre l'avis du corps médical. D'ailleurs, à une autre occasion, nous avions rencontré les responsables de cet hôpital qui nous disaient qu'ils sont eux-mêmes face à un dilemme quand il s'agit de venir en aide, de prodiguer des soins aux détenus, parce que ils ne peuvent pas s'opposer
aux mesures que prescrivent l'administration pénitentiaire, mais ils ont l'obligation de sauver les vies, de soigner. Et donc, ce qui est un traitement inhumain est, à leurs yeux, à mettre en balance avec l'obligation de soigner, ou en tout cas ne serait-ce que de porter secours. Ce qui fait qu'ils sont dans une situation de véritable embarras. Et on l'a bien vu avec cette situation où, malgré l'opposition du personnel médical, il fallait bien que ces derniers respectent les prescriptions de l'administration pénitentiaire, au risque de ne pas pouvoir assister, accompagner notre camarade qui était admis dans cette formation hospitalière. Après la dénonciation, il nous est cependant revenu que les choses avaient évolué dans le bon sens et nous ne pouvons que nous en féliciter, non sans souligner que le fait d'être privé de liberté, quand bien même on sera un criminel de grand chemin, ne nous prive pas de de notre humanité. Et donc, il est temps, peut-être qu'aujourd'hui, c'est parce que ça concerne les militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun que cela n'intéresse pas grand monde. Mais en vérité, nous sommes tous susceptibles de faire l'objet de ces traitements inhumains, cruels et dégradants quand nous serons évidemment ou éventuellement face à la justice pour des raisons et pour d'autres. Ça me permet également de mettre un point d'honneur à cette tendance aux 2 poids 2 mesures que nous observons très souvent dans le traitement des prisonniers au Cameroun. Vous avez des prisonniers qui peuvent se permettre même en prison de vivre leur vie tout à fait normalement, entre guillemets, au point où quand vous les voyez sur des images, vous n'avez pas le sentiment qu'ils vivent en prison. Ça, c'est pour les uns. Et pour les autres, on voit bien que parfois, alors qu'ils ne sont là que pour des délits d'opinion, parfois ils ne sont là que pour avoir exprimé librement et pacifiquement leur opinion, sont traités comme des moins que rien, parfois enchaînés à leur lit d'hôpitaux comme s'ils avaient été pris en plein génocide. Donc, il y a aussi cette réflexion d'ensemble que notre société doit pouvoir faire elle-même, sur elle-même et sur la façon dont elle prend en charge son personnel carcéral. En général, on dit que si on veut savoir quel est l'état des droits de l'homme dans un pays, il n'y a qu'à regarder comment les prisonniers sont traités. Voilà, et sur les cas, sur ce cas précis, les choses ont évolué, on l'a dit, dans le bon sens, mais on se souvient justement de nombreuses autres dénonciations. Vous ne me le faites pas dire. Par votre formation politique au sujet d'autres personnes détenues dans le cadre, par exemple, des manifestations de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun et bien d'autres militants. En effet. Des cas comme ça, il en existe encore. Il nous semble qu'il en existe encore et que ce n'est pas demain la veille pour que cela s'arrête. Je veux dire que si on doit faire le florilège des situations comme celle-là, une émission, peut-être 2 ou 3 autres ne suffiraient pas, parce que c'est devenu une pratique. Et j'ai préféré souligner ce traitement en 2 poids 2 mesures, parce que quand il s'agit des militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun, quand il s'agit, on l'a vu pour d'autres personnes qui ont été arrêtées dans le cadre de la crise anglophone, on voit bien qu'il y a une certaine violence qui est exercée au regard du traitement qui leur est réservé et parfois dans des situations de vulnérabilité comme lorsqu'on est malade et admis dans une formation sanitaire. Ce qu'on ne voit pas toujours, voyez-vous, quand il s'agit d'autres prisonniers de notre République. Et donc, comme je l'ai dit précédemment, si on doit faire la liste, si on doit faire l'inventaire, il n'y a qu'à, par exemple, citer le cas de notre camarade qui est décédé récemment en prison, Monsieur Dagueo Rodrigue, paix à son âme, qui lui aussi a dû subir le martyre dans un environnement infect, comme celui de la prison, qui était aux prises avec une épidémie de choléra et qui, malgré cela, n'avait pas bénéficié de toute l'assistance nécessaire pour s'en sortir. Et malheureusement, justement, la mort a frappé. Si on parle de l'épisode du choléra, on peut également parler du moment où la crise Covid était au plus fort. Quelles étaient les mesures qui ont été prises dans les prisons camerounaises, qui sont des lieux d'infection massifs, pour que justement les gens ne soient pas infectés dans ces conditions-là. On se souvient d'ailleurs que l'un de nos camarades, le secrétaire national, M. Sigomwe, qui a d'ailleurs commis un ouvrage pour raconter son calvaire carcéral, avait
indiqué que justement, il a été victime de l'emprisonnement pour ses idées, mais une fois en prison, il a été également infecté du Covid-19, donc il a fait une double prison, en gros, une parce qu'il était quand même privé de liberté, une autre parce qu'il a été conduit dans un environnement où les conditions n'étaient pas réunies pour qu'il puisse être mis à l'abri d'une infection comme celle dangereuse et virulente du Covid-19. Je rappelle aussi, et je terminerai peut-être par là, que c'est tellement important que nous nous asseyons sur cette question-là parce que, alors, si on croit que c'est normal d'infliger des dits traitements aux gens, rappelez-vous qu'en prison, dans nos prisons, il n'y a pas que les condamnés. Rappelez-vous que dans nos prisons, il y a des présumés innocents qui y sont simplement parce qu'il y a contre eux des mandats de détention provisoire. C'est-à-dire donc en théorie, ces gens peuvent se retrouver disculpés. Ces gens peuvent se retrouver libérés de toute charge, donc innocentés. Et donc, si on tient compte de cela, cela voudrait dire que vous aurez des gens que vous aurez traités comme des criminels. Encore que, je le répète, ce n'est pas parce qu'on est pris dans les mailles du filet de la loi qu'on doit être traité de manière inhumaine, mais à supposer que cela soit accepté, même si ce n'est pas acceptable, vous aurez des gens qui, parce qu'ils sont innocents et qu'ils sont libérés, ont quand même été traités de la pire des manières durant leur séjour carcéral. Il faut donc que l'on se penche de manière sérieuse sur la façon dont nos prisons surpeuplées, comme tout le monde le sait, parfois avec des infrastructures qui datent d'une autre époque, conçues pour un nombre qui aujourd'hui est multiplié par 5. Il faut que l'on se penche sérieusement sur cette question-là. Et c'est tout ça que le mouvement pour la renaissance du Cameroun entend adresser une fois qu'il sera en capacité de gouverner notre pays. Merci, Maître Roland Dio, d'être venu à cette émission. Nous attendons toujours un autre quatrième invité, Valère Bessala, parti de Yaoundé tôt ce matin. Il est déjà dans nos studios. Nous l'aurons sur ce plateau dans quelques minutes seulement. Le temps pour nous de prendre la transition et on revient pour le premier sujet de débat de ce dimanche. À tout de suite. De la 4e session du comité de suivi des recommandations du Grand Dialogue National se sont tenues le 4 août dernier à Yaoundé, présidée par le Premier ministre. Cette session a passé en revue les réalisations effectuées jusqu'ici et questionné le retour effectif de la paix dans les deux régions en crise depuis 6 ans maintenant. À l'issue de ces travaux, l'on a noté une sorte de satisfecit de la part du gouvernement, du statut particulier pour les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest à la loi sur la promotion des langues officielles en passant par la mise en place des régions. Le gouvernement affirme que 3 ans après, les choses ont énormément bougé dans le bon sens. Luison Issomba, je commence par vous. Au regard des informations qui nous viennent du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, est-on en droit de se satisfaire 3 ans après la tenue du Grand Dialogue National? Marc Kitcho, c'est une question pertinente. Ce que je voudrais dire d'entrée de jeu, c'est souligner que il y a eu, dans ce qui s'est passé, il y a un contexte, il y a un prétexte. Et vous savez, le contexte qui sied, c'est que nous étions dans une période de crise, dans une crise qualifiée ou dite anglophone, où 2 régions parmi les 10 du Cameroun sont entrées en crise. Et c'était ça dans le contexte. Et le prétexte donc, de la tenue du Grand Dialogue National était bien évidemment d'apporter des solutions idoines en vue d'apaiser, en vue de rétablir la paix et régler la question de la crise dans les dites zones querellées. Et à la suite de cela, il y a eu un certain nombre de recommandations, et non des résolutions, mais des recommandations qui avaient été faites, et quelques actes positifs ont suivi. Vous l'avez évoqué au prologue de votre introduction tout à l'heure, il y a eu, au-delà de ce que vous avez évoqué, nous avons une session anglophone qui a été créée, comme on l'a. Vous avez la commission du bilinguisme et du multiculturalisme qui a été mise en place. Vous avez la commission de réintégration, désarmement qui a été mise en place. Vous avez eu plusieurs, on ne va pas tout le citer, vous avez eu plusieurs descentes des hautes autorités de l'État. Paul Tasson est descendu, le ministre de l'administration territoriale est descendu, Paul Atangandi, sans compter... Le Premier ministre lui-même. Le Premier ministre, bien évidemment. Et
la question que vous me posez me permet également de faire une autre analyse. Je vais vous répondre. C'est que on se rend bien compte qu'en interprétant nos dispositions constitutionnelles, le Premier ministre est chargé de la mise en œuvre de la politique générale matériellement définie par le chef de l'État. Et à partir de là, on se rend bien compte que ce grand dialogue avait été longuement piloté par le Premier ministre, chef du gouvernement. C'est vrai, on ne peut plus revenir sur la formule qui a fait l'objet, qui n'a pas emporté l'unanimité, mais aujourd'hui, après 3 ans, on se rend bien compte que les décisions qui ont été prises ou les recommandations qui ont été prises n'ont été vouées qu'à des effets antalgiques et non à des effets thérapeutiques. Parce qu'on se rend bien compte que toujours sur le terrain, les actes de cruauté sont montés en puissance. Vous avez toujours dans ces régions dites querellées des mouvements de déplacement en masse des populations. Vous avez la dernière institution qui avait été mise en place, le Public Independent Conciliator, justement, qui a pour rôle, comme son nom l'indique très bien, d'apaiser, de régler pacifiquement tous les litiges possibles qui puissent naître dans ces deux régions-là. On se rend compte que jusqu'à ce jour, on a tous suivi avec beaucoup d'intérêt les actes de nomination, les décrets de nomination de ces hautes personnalités. Mais jusqu'ici, sur le terrain, on ne nous a pas fait un compte rendu sur la méthode quantitative, c'est-à-dire des réceptions ou des règlements des litiges à travers la mise en place de cette institution. Donc, l'analyse que nous pouvons faire est une analyse mitigée. Mitigée dans le sens où, c'est vrai, l'État a posé des actes visant à solutionner, à apporter des solutions à cette crise, mais on se rend compte que on a en face des terroristes, j'allais pas dire des terroristes, mais des compatriotes qui sont des terroristes jusqu'au boutistes, qui sont toujours dans une logique de ne pas rentrer dans le cadre de la main tendue qui est faite par le gouvernement. Marcelin Bema, on a parlé du statut particulier, mais finalement on a le sentiment qu'à chaque fois qu'on veut parler des retombées de ce grand dialogue national, on brandit le statut particulier pour les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. De votre évaluation, les populations ressentent-elles l'application de ce statut particulier sur le terrain? Le statut particulier est particulier pour les gens qui sont sur le terrain. Je pense que c'est eux qui vivent de cette situation. En ce moment, nous nous rendons compte de l'évolution de la situation. Je pense qu'on n'est plus... La paix, nous l'avons dit ici depuis plusieurs années, la paix est un processus. Nous voyons qu'à chaque fois que le gouvernement s'est rendu compte qu'il faut arrêter et puis voir maintenant comment réorienter. Je pense que la réunion de jeudi dernier, c'était pour voir où est-ce que ces résolutions et les recommandations en sont et comment les réorienter. Je pense que c'est ça le management. On ne peut pas rester là longtemps, dire seulement. Il faut apprécier. On a vu jusqu'où... L'évolution n'est pas totale, mais l'évolution est à un niveau. Et après, maintenant, est-ce que les méthodes et les mécanismes... Si vous êtes demandé d'évaluer, ce sera à quel niveau aujourd'hui? Sur une échelle de 1 à 10, vous diriez quoi, par exemple? Non, je peux pas. Je suis pas un mathématicien pour dire donner le chiffre de 1 à 10. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on se rend compte que la situation a évolué. On n'est plus mais ce qui est sûr, on n'est plus à la situation de départ. On a évolué. L'école a repris dans ces endroits. Ouais, la vie a repris. Je pense que nous voyons tous, par rapport au début de la crise et par rapport à ce maintenant, après le grand dialogue national, les recommandations qui sont implémentées par le Premier ministre, nous voyons. Je pense que la dernière rencontre, c'était seulement une mise au point pour qu'on voit, est-ce qu'on doit continuer à continuer avec la même méthode ou bien est-ce qu'il faut changer de méthode? Est-ce que les consignes et les mécanismes que nous avons mis sur le terrain, est-ce que ça marche? C'est de ça qu'il est question. Quand vous me demandez maintenant de chiffrer, moi je ne peux pas chiffrer. Je peux vraiment vous dire que ce qui est sûr, c'est qu'on avance, qu'il y a une avancée. Il y a beaucoup de progrès dans ce domaine. Et que les gens sont en train de... La vie est en train de reprendre normalement. Mais comme je vous ai dit, c'est un processus. Le processus n'est pas une affaire à l'immédiat. Nous allons voir que vers la fin, et ça va donner. Et après ces réunions, je pense qu'on va recadrer les nouvelles orientations pour qu'on voit comment est-ce qu'on pourra faire pour que ça aille beaucoup plus mieux. Mais sinon, ça va déjà. Je pense que ça va. Moi, je ne peux pas dire que ça ne va pas, parce que ça s'est calmé. Maître Ndiaye, le fameux statut particulier. Alors, moi, avant de répondre à votre question, je vais quand même essayer à questionner quelques indicateurs. On dit qu'il y a des choses qui se passent sur le terrain.
On dit qu'il y a évolution. Oui, c'est vrai. Personne ne saurait le nier en toute bonne foi. Si sur une échelle de 0 à 10, on est parti de 0 pour arriver à 1 ou à 2, évidemment qu'on a évolué. Et je vois bien la gêne de M. Bema qui ne veut pas faire de mathématiques, alors qu'il ne s'agit pas de mathématiques, il s'agit simplement d'évaluation de mesures qu'on a choisi de mettre en place. Mais l'indicateur sur lequel je voudrais m'appuyer, c'est le retour des populations déplacées et réfugiées. C'est-à-dire que vous avez une crise qui a causé un fort exil et exode de population, d'une part vers le Nigeria voisin, d'autre part vers les autres régions du Cameroun. 3 ans plus tard, à mon humble avis, le premier critère d'évaluation de l'efficacité des recommandations ou de la mise en œuvre des recommandations du grand dialogue devrait être: est-ce que les gens sont rentrés chez eux? Est-ce que les gens sont en train de rentrer chez eux? Si les gens ne rentrent pas chez eux, cela suppose qu'il n'y a pas encore la confiance nécessaire pour que les gens qui avaient abandonné leur domicile, leur plantation, etc., retournent chez eux. Donc, peut mieux faire, pour parler comme les professeurs. Si on doit mettre une note, on dira peut mieux faire. Ça, c'est d'un. De deux, et je reviens à la question que vous m'avez posée relativement au statut spécial, parce que je crois que c'est statut spécial et pas statut particulier. Je l'ai d'ailleurs toujours dit, je ne considère pas que appliquer une disposition de la Constitution de 1996 soit une révolution copernicienne. Je veux dire qu'on n'avait pas besoin d'un grand dialogue national pour découvrir que la Constitution permettait d'avoir des régions à statut spécial. Et donc, on n'aurait jamais dû passer par la case dégénération de la crise anglophone pour brandir l'idée du statut spécial comme une solution. Et j'ai envie de m'associer aux propos précédents du docteur Louison Aïssoma pour dire qu'il s'agit davantage d'antalgique. C'est un pansement de surface. Les gens vous posent un problème de fond. Vous refusez d'écouter le problème de fond. Vous triez sur le volet vos interlocuteurs pour faire un grand dialogue. Et puis, cela aboutit à des solutionnettes, à des mesurettes que vous ne vous empressez même pas d'ailleurs de mettre en œuvre. Et après, on se plaint, on est surpris que la situation sur le terrain n'évolue pas. Je ne suis pas de ceux qui se satisfont de l'enlisement de la crise. Là, je peux vous le dire, la main sur le cœur. Mais il faut que l'on soit sérieux. Si on veut vraiment résoudre un problème, faisons l'effort au moins de poser les vraies questions au moment où elles se posent et de la manière qu'il convient. On dit, en général, qu'un problème bien posé est à moitié résolu. Le problème de la crise anglophone n'est pas un problème administratif. Le problème de la crise anglophone, c'est essentiellement un problème politique. Quelles sont les mesures politiques qui ont été mises en œuvre pour justement soustraire aux séparatistes leurs arguments? Les séparatistes vous disent qu'ils prennent les armes. Je ne me fais pas leur porte-parole, mais c'est sur la place publique depuis au moins 5 ans. Ils disent qu'ils prennent les armes parce qu'ils ne se sentent plus considérés dans la République du Cameroun, qu'ils se sentent marginalisés, etc., etc., etc. Ils disent qu'ils avaient une certaine autonomie héritée de l'indirect rule et de la Constitution fédérale de 1961, qu'ils ont perdu au passage sans contrepartie, même symbolique. Et pour résoudre ce problème qui est essentiellement de l'ordre du politique et du symbolique, d'abord vous les empêchez de prendre la parole, parce que vous ne discutez qu'avec ceux qui sont à peu près d'accord avec vous. Et ensuite, vous n'apportez que des solutions administratives. Et on a entendu M. Macron, quand il est arrivé l'autre jour, crier partout que ce qui l'intéresse, c'est d'accompagner le Cameroun dans le processus de décentralisation. Comme si on lui avait dit qu'on a besoin de lui pour accompagner un processus de décentralisation. C'est exactement ce que nos amis du RDPC et le gouvernement qui est leur émanation fait. On ne peut pas refuser. D'ailleurs, M. Kiptio, vous vous souvenez qu'à l'époque, un ministre de la Communication avait fait le tour des médias pour indiquer que le média qui donnera la parole à un acteur politique pour parler de fédéralisme sera purement et simplement banni. Donc quand on est arrivé à un stade où un mot, un concept
de droit constitutionnel du reste, que le docteur Louison Essomba connaît très bien, est soustrait de l'usage public. C'est simplement parce que précisément, on a déjà à l'avance choisi que peu importe la solution vers laquelle on va aller, on a choisi qu'il y a des éléments qu'on ne peut pas prendre en compte. Je peux être d'accord que parmi les éléments qu'on décide de ne pas prendre en compte, il y ait la sécession. Donc, je crois que nous tous ici autour de cette table, nous sommes d'accord qu'on peut légitimement, dans le cadre républicain, soustraire au débat sur la crise anglophone la question de la sécession. C'est clair. Mais une fois que cela est dit, il n'est pas concevable que, par exemple, la question du fédéralisme soit à ce point réprimée. Et donc, à mon avis, il est question de faire un dialogue inclusif. Cela avait été proposé, cela reste d'actualité, parce qu'il nous semble que ce sont des mesures de confiance. Ça permet de rasséréner un peu tout le monde. Ça permet de savoir que tout le monde peut être écouté. Et d'ailleurs, pourquoi pas un dialogue préalable, un pré-dialogue intra-anglophone, comme l'avait suggéré le cardinal Christian Thomy de regretter. Mais moi, si la situation se normalise, M. Bema, comme vous le dites, qu'est-ce qui empêche donc qu'aujourd'hui, avec les moyens de l'État, la sécurité, les forces de l'ordre, etc., que ce dialogue intra-anglophone soit effectivement conduit dans une ville du nord-ouest ou du sud-ouest qui peut apporter un certain nombre de garanties de sécurité, puisque précisément vous dites que tout va bien déjà. Ça veut dire qu'on peut avancer sur la question, on peut avancer d'un cran. Mais si on ne le fait toujours pas, on se réunit à Yaoundé. On décide à Yaoundé qu'on évalue les résolutions, les recommandations du grand dialogue. Vous avez parlé de cadrage et je suis d'accord avec vous, mais s'il faut parler de cadrage veut dire qu'on peut au moins admettre qu'à des moments, on peut s'être trompé. Et donc, si on peut admettre ça, M. Bema, dites à vos camarades qui sont au gouvernement qu'il serait peut-être intéressant d'explorer d'autres pistes d'inclusivité pour trouver justement une solution plus profonde et pas simplement antalgique à ce problème-là. Par exemple, en conduisant un dialogue intra-anglophone dans une ville du nord-ouest ou du sud-est, ça pourrait être Limbé, par exemple, que je connais bien, c'est une ville assez paisible et assez sécurisée, qui peut justement permettre de servir de cadre à un dialogue intra-anglophone, de sorte que justement, ceux pour qui vous voulez apporter une solution vous disent ce qu'ils veulent eux-mêmes. Parce que toutes les fois où on parle de dialogue inclusif, le gouvernement a tôt fait de dire qu'on discute avec qui? Sur quoi? Oui, peut-être. Mais réunissez les anglophones entre eux. Donnez-leur la possibilité de se réunir entre eux. Ils vous diront qui les représente et ce qu'ils veulent, de manière précise. Et cette fois-là, un cadre plus élevé pourra faire la part des choses, décider de manière souveraine de ce qu'il y a lieu de faire ou de ce qu'il n'est pas possible de faire. À ce moment-là, on pourra avoir plus d'éléments objectifs d'évaluation, pas simplement du saupoudrage comme on le voit depuis 3 années. Valère Bessala nous a rejoint sur le plateau. Bonjour Valère et bienvenue. Bonjour Monsieur Michael, bonjour à vos millions de téléspectateurs, bonjour aussi à votre merveilleuse équipe de la vitrine qui nous permet d'être visibles ici et ailleurs. Merci à mes copanélistes et à vous-même. Et je voudrais présenter toutes mes excuses pour ce retard. Trop d'encombrements sur la voie quand on vient de Yaoundé. J'ai l'habitude de sortir à 4h du matin, mais ça a été difficile ce matin. Allez, vous êtes là, c'est l'essentiel et vous prenez le débat en cours. Effectivement, nous parlons naturellement de ces recommandations du grand dialogue national. 3 ans après, que reste-t-il justement du grand dialogue national? Et je crois qu'on a commencé à évoquer la sortie du Premier ministre tout à l'heure lors de cette 4e session de ce comité réuni à Yaoundé. Et puis Roland Diaw parlait tout à l'heure de ces lois, ces décrets, ces décisions prises à Yaoundé. Je crois que Louison Essomba en a également parlé. Est-ce que ces lois, justement, j'aimerais parler avec vous, Valère Bessala, ces lois dont on parle, des décisions prises à Yaoundé, tiennent compte des réalités sur le terrain? Autrement dit, est-ce qu'elles ont déjà apporté
quelque chose de significatif. On parle par exemple d'améliorer la pratique du bilinguisme dans les administrations et bien d'autres décisions comme ça qui sont prises, décrets et autres. Est-ce qu'elles ont quelque chose à apporter, quelque chose de significatif sur le terrain jusqu'ici? Non, rien du tout. Rien du tout. Il faut qu'on se le dise. On ne peut rien attendre du grand dialogue, ou du moins de l'application des résolutions du grand dialogue, tout comme aussi on aurait dû ne rien attendre de ce grand dialogue, parce qu'en fait c'est un grand dialogue, je ne sais pas pourquoi il a été appelé grand, mais de toutes les façons c'est un dialogue qui n'a pas été voulu. Vous savez, le dialogue c'est la version infra des conférences nationales, c'est-à-dire des grandes parlottes politiques dans un pays en vue d'introduire ou de poser une certaine catharsis de la parole et de permettre aux populations, au peuple et à leur élite de converser, de communiquer, de se dire les vérités en face. On a vu cela a été éludé en 1991-92. On a préféré, le président a évacué la conférence nationale souveraine à laquelle beaucoup de pays africains ou de leaders africains ont souscrit et ils ont été évincés parce que c'était ça l'objectif. On a bien vu que c'est vers cela qu'on voulait encore nous amener. Je souscris à ce que disait Maître tout à l'heure, mais une différence, c'est que le cardinal Christian Toumi, justement, il voulait nous amener une anglophone conference à la logique de la conférence nationale, mais beaucoup plus spécifique et spécifiée aux anglophones, ce qui a été rejeté. Parce qu'en fait, on peut bien comprendre que dans l'histoire du Cameroun, du moins dans l'histoire du directoire politique du Cameroun, on connaît le Camerounais, on ne connaît pas l'anglophone, on ne connaît pas le francophone. Donc la conférence, la All Anglophone Conference, était déjà une chose morte dès le départ. C'est-à-dire que si on l'acceptait, c'était déjà d'admettre la spécificité de l'homme anglophone et d'admettre aussi, implicitement la spécificité de l'homme francophone. Donc pour le politique camerounais, ça n'existe pas. Donc on ne pouvait rien attendre parce qu'en fait, le président de la République, quand on voit bien la logique, il n'y était même pas. Il n'y était même pas. Vous savez que pour un débat comme celui-là, l'homme qui devait diriger l'affaire, c'était bel et bien lui-même. Mais il n'y était pas. Mais il vous a envoyé, il a envoyé pour ceux qui y étaient, un homme faible mais intelligent, comme j'ai l'habitude de l'appeler, c'est-à-dire le Premier ministre. Et je sais qu'il avait fait de manière... il avait pensé l'affaire depuis le temps où il a décidé de nommer un Premier ministre comme celui-là. Vous vous souvenez que le président de la République n'est jamais allé chercher un Premier ministre qui ne l'avait pas suffisamment élevé dans l'appareil avant de le placer au poste de Premier ministre. Prenez de Sadou Ayatou, vous revenez à Moussongué, Inoni, et puis son prédécesseur, Philémon Yan. On les élevait d'abord comme secrétaire général de la présidence de la République pour qu'ils aient une vue sur le gouvernement et qu'ils puissent tisser un réseau qu'ils utiliseront une fois qu'ils seront Premier ministre. Mais ce monsieur avait passé 20 ans comme ministre délégué en charge du Commonwealth avant d'être nommé un an avant, 2018-2019, comme ministre chargé des missions à la présidence de la République et d'être nommé Premier ministre. Donc il arrive comme Premier ministre pour commander qui? Ses anciens patrons. Parce qu'en fait, il avait eu comme patron avant le ministre de la Justice actuel. D'abord comme ministre des Relations extérieures, ensuite comme secrétaire général de la présidence de la République. Vous ne pouvez pas fonctionner comme ça. Il a encore eu qui? Son subalterne, qui était secrétaire général des Relations extérieures, donc Ferdinand Ngongo, qui est devenu son patron plus tard, c'est-à-dire secrétaire général de la présidence de la République pendant qu'il était encore ministre délégué au MINREX. Et qui a encore été son patron parce qu'il a été encore ministre chargé des missions à la présidence de la République pour être Premier ministre. Donc le président l'a fait à dessein de choisir un homme faible mais intelligent. Mais je crois que le Premier ministre donc actuel n'avait pas compris quelque chose, c'est qu'il fallait se servir de son intelligence pour alimenter sa faiblesse pour qu'elle devienne une force. Mais le président, je crois que quand il le faisait, je suis dans les analyses, vous savez, dans le système c'est comme ça que ça marche, il avait peut-être d'autres vues. Et il y avait le grand dialogue. Vous savez que Philémon Yan était déjà allé tomber dans le nord-ouest et au sud-ouest, je crois en 2017, où il avait parcouru toute cette affaire-là, mais tellement impopulaire, je crois que le président avait dû, ça a dû être l'une des raisons pour lesquelles le président l'a mis de côté. Alors, on pouvait attendre quoi du grand dialogue? Rien du tout, parce qu'en fait, le président n'en avait que cure. Il a plutôt, on se rend compte que, moi je parle toujours du président parce que c'est l'institution, c'est à lui que le peuple demande des comptes. Le reste là ne me concerne pas, ces voleurs-là, ça ne m'intéresse pas. Alors, pourquoi il prend cette solution? C'est-à-dire de donner le grand dialogue, du moins à ceux qui le revendiquaient et que lui ne voulait pas. Parce qu'en fait, je pense, et c'est ce que je constate à l'étude, c'est qu'il a compris que la solution était politique. Je suis d'accord avec Maître Ndiaye. La solution était diplomatique et la solution était militaire. Je m'explique. Quand le ministre Mbongo arrive au MINDEF, on voit bien comment il brutalise dans le sud-ouest. Dans le sud-ouest, au départ, c'est vrai qu'au moment où il s'en va et au moment où il arrive, c'est vraiment c'est net.
Mais on se rend compte quand même qu'il avait une solution beaucoup plus chaude. Le président décide de ramener un ministre beaucoup plus doux, beaucoup plus calme, un autre administrateur civil, c'est le ministre actuel, Betty Assomo, qui temporise le jeu, qui joue davantage sur le terrain humanitaire et qui rend davantage l'armée beaucoup plus citoyenne sur le terrain. Et pendant ce temps, on se rend compte que la solution diplomatique jouait, parce qu'en fait, il était question de comprendre que vous pouvez organiser tous les grands dialogues de Yaoundé, mais si ceux qui financent le terrorisme, ceux qui justement pourrissent l'image du Cameroun à l'extérieur, continuent de le faire à l'extérieur, ça ne donnera rien du tout. Encore que dans le grand dialogue, beaucoup avaient refusé de venir à Yaoundé parce qu'ils se disaient que c'est un pied de nez. Ils mettront pied à Yaoundé pour venir au grand dialogue, on va les boucler. Donc on va les embastiller, on va les envoyer au Niouf. C'était très compliqué. Donc le président, je pense qu'il avait compris l'affaire là de cette façon-là. Donc il fallait donc faire quoi à l'extérieur? Il fallait jouer sur le levier diplomatique pur, dur, c'est-à-dire jouer sur les États qui ont une influence sur le système des nations, c'est-à-dire à l'ONU, sur le droit de vote, afin que notre affaire ne soit jamais amenée au Conseil de sécurité ou dans les instances qui comptent, pour qu'on sanctionne le Cameroun vertement. Il fallait jouer dessus. Il fallait jouer au niveau international sur le monde économique. Par exemple, nous savons que Kilimanjaro Limited, cette entreprise canadienne, la nébuleuse canadienne, c'est elle qui est accusée à titre principal d'être le financier particulier de cette affaire-là, sans compter les individualités en Norvège, en Suède, ainsi de suite. Donc il fallait jouer sur ces éléments-là. Soit dit en passant que sur le plan économique, on devait jouer sur les entreprises internationales, c'est-à-dire dans les multinationales, de deux façons. C'est-à-dire jouer sur l'opportunisme, c'est-à-dire donner des contrats à celles qui n'en ont pas au Cameroun afin de les amener à se dissocier de cette cause-là. Je ne cite pas des sujets, vous en connaissez. Et pour celles qui avaient déjà des contrats avec le Cameroun sur n'importe quoi, il fallait leur mettre la pression, c'est-à-dire au risque de les leur enlever. Faire attention. Voilà comment on joue à l'international. La solution politique sera la dernière. Et comme j'ai l'habitude de le dire, je rentre sur la solution militaire. La solution militaire est tout à fait simple. C'est-à-dire qu'il fallait temporiser le jeu militaire sur le terrain, c'est-à-dire que continuer quand même à jouer des soubresauts dans la brousse, c'est-à-dire dans les lieux insécures, ne pas aller fort, ne pas aussi trop reculer, afin de ne pas embouteiller la solution diplomatique. Parce qu'on ne peut pas être en train de négocier à l'extérieur et en même temps brutaliser les enfants dans les brousses. Ça allait gripper la solution diplomatique. C'est pour cela qu'on a eu l'impression que l'armée n'avait pas suffisamment de dents pour pouvoir mordre sur la sécession. Comprenez? Alors, je vais donc rentrer sur cette logique pour comprendre le dernier dénouement qu'il y a eu, je crois, au début du mois de juillet dans l'armée, avec le redéploiement des généraux et des chefs militaires. Vous allez donc vous rendre compte que on a l'impression que pendant la crise anglophone, pendant qu'elle s'est déroulée, le président a aussi a pris son temps pour secouer son armée, savoir en fait qui peut faire quoi et qui ne peut pas faire quoi, qui est corrompu et qui n'est pas corrompu. Je laisse la corruption, je reste sur le travail. Pour dire quoi? On prend le général Doubécré, on l'envoie. Vous avez vu le résultat qu'il fait en 2 semaines. Le résultat qu'il fait en 2 semaines. Parce qu'en fait, c'est un monsieur qui a travaillé longtemps dans la machine du BIR. On l'a sorti de l'appareil administratif du BIR, on l'a amené dans le Septentrion, où il a travaillé et il est rentré sur le terrain. C'est un homme reconnu comme un militaire pur sang et très brutal dans sa manière de travailler et très intelligent. On l'a donc envoyé là-bas. Et on a retiré ce justement qui était reconnu comme gênant, même dans les circuits sécuritaires, comme étant ce qui favorise pratiquement la question anglophone, parce qu'il faut engraisser, il faut s'engraisser. Autant l'armée s'engraisse que les administratifs s'engraissent. Donc il a eu à faire ce redéploiement-là. On a vu ce qui s'est passé dans les autres régions militaires. Je ne reviens pas dessus, ce n'est pas le sujet. Alors je sors sur la solution politique parce que c'est elle qui allait donc être la dernière. À quoi ça servait? À quoi servait-il? De dégager les ministres anglophones ou l'élite anglophone qui est au pouvoir et que donc le peuple ne veut plus, alors qu'à l'extérieur ça continue à grésiller. On continue à grésiller aux Nations Unies, en France, ainsi de suite. C'était compliqué. À quoi cela servait de dégager l'élite et les ministres pendant cette période-là, alors que l'armée est encore en attente de 2 autres solutions? Donc la solution politique devra normalement être la dernière. Pour dire quoi? Il faudra dégager ces ministres dont le peuple ne veut plus. Parce que la solution anglophone, la solution à cette crise-là, à la suite de ce que Maître Diaw disait tout à l'heure, elle va au-delà de la question de la sécession. Moi, je dis toujours que le fédéralisme est la porte avant la sécession. Quand on est dans un État unitaire, c'est la porte avant la sécession. Vous demandez le fédéralisme aujourd'hui, dès que vous l'aurez, on vous a donné la main, vous prendrez le coude. C'est comme ça que ça marche. Donc le politique a dû l'analyser ainsi. Mais ce n'est pas ça la grande question des populations, comme moi j'ai toujours l'habitude de le dire. C'est le même sujet partout. L'extrême pauvreté. Il y en a toujours qui mangent tout le temps. Il y en a toujours qui ont faim tout le temps. Il y en a toujours qui sont en haut, il y en a toujours qui sont en bas. C'est comme ça dans tout le Cameroun. Sauf qu'ils ont utilisé quelque chose, un élément historique qu'ils avaient, c'est-à-dire 61, c'est-à-dire cette réunification-là. C'est ça qu'ils ont utilisé pour rendre leur combat beaucoup plus important. Donc pour sortir et dire que je crois que la solution politique, c'est celle que nous voyons désormais à la porte. C'est-à-dire que
Diplomatiquement, on a déjà pratiquement réglé l'affaire. Je crois qu'on n'a pas besoin de Dieu pour le savoir, que ceux qui criaient à l'extérieur se sont calmés pour un bon bout. Joe Biden et ses amis ne regardent plus trop cette affaire-là n'importe comment. On a vu le monsieur Afrique des États-Unis, c'est vrai, il a été dégagé, l'autre est arrivé, ça ne parle plus comme avant. On a vu sur le plan économique ce qui a été fait par le président de la République. La France a sérieusement reculé. Il y en a d'autres pays qui sont entrés dans le portefeuille économique du Cameroun, notamment des pays saxons, qui n'ont même rien à voir parfois avec les États-Unis, même s'ils ont des actionnaires américains, la Norvège, la Suède et même le Canada. Il faut faire très attention. On a vu sur le plan militaire les redéploiements que le président a refait. On comprend qu'on va déjà vers la solution de la grande brutalité parce qu'à l'extérieur c'est réglé. Donc politiquement, il reste un gouvernement ou deux ou trois afin que l'on nettoie complètement cette élite anglophone-là, qu'on donne à cette élite anglophone, je n'aime pas ce terme, j'aime l'appeler anglo-saxonne, qu'on leur donne le sang de ceux justement qui les ont paupérisés pendant tout ce temps et qui les ont gardés dans la misère afin que cela soit nettoyé. En parlant de diplomatie, c'est le silence total, effectivement, comme disait Valère Bessala tout à l'heure. On était presque habitué à des interpellations des pays occidentaux, d'institutions internationales. À chaque fois, le Cameroun était cité aux Nations Unies, à l'Union européenne. Que s'est-il passé entre-temps? La crise n'est pas résolue et pourtant, on les entend plus beaucoup. Vous savez, dans ce qui se passe, il y a que, à tout moment, on a dû montrer quelle était la cruauté des séparatistes. Parce que tout avait souvent été, l'anathème avait souvent été jeté sur nos forces de défense et de sécurité. On estimait que toutes les bévues qui étaient commises étaient du fait de l'armée camerounaise. Mais on s'est rendu compte qu'à travers des images parfois opposées, on a vu que les actes de cruauté posés par les séparatistes avaient eux aussi suscité l'attention et l'intérêt des pays qui avaient voulu tendre la main au Cameroun. C'est peut-être ce qui peut justifier qu'il y ait un silence sépulcral de ce côté désormais, parce qu'on se rend bien compte que toute la faute n'incombe pas à l'État du Cameroun à travers son armée, que de l'autre côté aussi, la main tendue qui est faite n'est pas réceptive et n'est pas acceptée. C'est ce qui peut justifier que de l'autre côté, au regard de ce qui se passe, les organisations internationales, les pays étrangers européens ont constaté que en face, justement, de l'État, il y a ce que j'appelais tout à l'heure les séparatistes jusqu'au boutistes, c'est-à-dire que qui ne veulent pas, à un moment donné, que la paix revienne. Peut-être que je peux revenir dans les arguments développés par Maître, qui convoquaient la marginalisation, qui convoquaient la paupérisation des populations, qui, à mon sens, peuvent justifier qu'à un moment donné, ces gens-là continuent dans ces relents de force et d'autorité vis-à-vis de la force républicaine qu'est l'armée. Maintenant, vous vous rendez compte que les questions des droits de l'homme aujourd'hui sont très approfondies dans le sens justement du respect de la dignité humaine, du respect justement aussi de l'autre côté de l'autorité de l'État. Parce que, Valère Bessala l'a dit, à un moment donné, l'État ne doit pas reculer. Il faut assumer, faire respecter les institutions, faire respecter la paix, ainsi que faire respecter les biens des uns et des autres. Donc l'État, dans cette posture-là, ne peut pas reculer. Même s'il y a une technique, justement, d'aménagement qui voudrait qu'on n'aille pas très fort. Parce que face à cela aussi, comme vous l'avez si bien évoqué, on va vous dire, vous avez porté atteinte aux droits de l'homme, vous avez piétiné les procédures, et cela fait de sorte que, à ce moment-là, les États sont justement pris au pic pour indiquer que vous ne respectez pas ceci ou cela. Mais face à cela, l'État du Cameroun a réussi à juguler, à faire une image contraire pour indiquer que quand vous regardez ce qui se passe, nous tendons la main, mais en face, nous avons des séparatistes qui restent dans une logique jusqu'au boutiste. Marcelin Mbema, est-ce que vous êtes d'avis avec ceux qui estiment que 3 ans après le grand dialogue national, la société camerounaise apparaît plus que jamais fracturée? Les revendications communautaires de plus en plus nombreuses, la montée du tribalisme, les discours de haine et bien d'autres dont parle même le gouvernement à chaque fois. C'est quand même 3 années après le grand dialogue national. Qu'est-ce qui a dû se passer entre-temps selon vous? Quand vous dites que tout part du grand dialogue national, je ne crois pas. Je crois que la montée de la haine a ses fondements ailleurs. Je ne pense pas que c'est par rapport au fait qu'il y a eu le grand dialogue. Je crois que pour le grand dialogue... Non, je ne dis pas que le grand dialogue a exacerbé la montée
alimenter la haine et tout. Je dis simplement que 3 années après, justement, parce que les recommandations dont on parle du grand dialogue national, il y avait des recommandations qui allaient dans le sens justement d'apaiser les discours, faire cesser les tensions communautaires et bien d'autres. Pourtant, ce n'est pas le cas. Je fais simplement le cas. Oui, peut-être vous pensez que ce n'est pas le cas, mais nous, on vous dit qu'il y a évolution. L'avancée vers la paix est un processus qui n'est pas une affaire à l'immédiat. Ça ne peut pas se faire à l'immédiat. C'est la guerre. Tout à l'heure. Oui, c'est ce que je suis en train de vous dire. Parce que vous revenez sur la question, je ne peux pas changer ma posture. Je vous dis que c'est un processus. Et le résultat ne sera pas à l'instant. C'est pour cela que de temps à autre, le Premier ministre fait ce qu'il a fait. Il a dit qu'il fait un temps d'arrêt et puis il revoit la stratégie. Est-ce que la stratégie que nous utilisons est bonne? Tout le monde va vers la paix, va vers la recherche de la paix. Je crois que c'est ça qui est plus important aux Camerounais. Et dire maintenant que je pense que le grand dialogue aussi a pu faire renaître ce que nous avons appelé la commission Moussongé, qui est sur ce problème-là, pour qu'il n'y ait pas la montée qui est arrivée là du tribalisme ou autre. Je pense que ça c'est fondamentalement ailleurs. Ce n'est pas sur la situation du grand dialogue. Je crois que c'est ça le sujet. Le sujet c'est porté sur le grand dialogue 3 ans après. Je vous dis qu'il y a évolution. Vous avez vu quand le guide a parlé tout à l'heure, le grand frère Bissala, vous vous êtes rendu compte que je ne suis pas très loin de lui. Il dit qu'il y a évolution. Même Maître Dieu a reconnu qu'il y a évolution. Mais il voulait que ça soit un peu plus... Il dit qu'il ne fallait même pas organiser le grand dialogue national. Non, je ne pense pas que dans ses propos, à la fin, vous avez compris qu'il dit qu'il y a évolution. Puis tu nous as expliqué. Il a dit qu'on a gagné sur le plan diplomatique. Si on a gagné, ça veut dire qu'il y a évolution, il y a quelque chose. Et qu'il attend maintenant à la fin pour la résolution politique qui pourrait peut-être nous donner le bout du tunnel. Je pense que c'est ça la question. Il faut d'abord admettre qu'il y a évolution et que le gouvernement continue à travailler dans cette lignée. Et nous irons à la fin pour trouver la bonne solution. Je vous pose une question plus précise présentement sur la décentralisation dont on a longuement parlé, dont on continue d'ailleurs de parler aujourd'hui. Et je crois que tout à l'heure, Mendio a d'ailleurs cité Emmanuel Macron qui a parlé de décentralisation il y a quelques jours alors qu'il était ici au Cameroun. Est-ce que justement cette décentralisation aujourd'hui n'est pas un trompe-l'œil? Où en est-on? C'est-à-dire que, par exemple, sur la question des transferts de ressources, où en est-on? Je pense que ceux qui suivent bien l'actualité se rendent compte que la décentralisation est effective. Elle n'est pas encore achevée parce que toutes les compétences ne sont pas encore transférées. Mais on les transfère petit à petit. Ça ne peut pas être tout transféré à la fois. Il faut d'abord la technique aussi. Vous savez qu'il y a les conseils municipaux qui n'ont même pas de techniciens. Ça dit que les techniciens sur l'administration du conseil, certains sont en train d'envoyer leur personnel à l'école. À l'école pour ressortir, pour venir s'en occuper. On ne peut pas tout renvoyer comme ça à la fois. Si on renvoie tout à la fois, vous pensez qu'il y a risque même de se tromper, d'avoir voulu bien faire et finalement on fait mal. Donc je pense qu'il faut que les gens soient patients. Tout vient avec le temps. Et la stratégie du gouvernement est celle-là, de trouver au bout du chemin que tout cela soit à l'avantage de la population. Nous cherchons tous le bien-être de la population. Nous en rendons compte que la population, en ce moment, comme tout le monde le reconnaît, la vie est difficile partout. Maître? Oui, merci de me donner la parole parce que je souhaitais réagir sur, disons, une attitude que je considère comme de l'infantilisation. Quand on dit qu'il faut prendre le temps, je ne vous cite pas, je vous paraphrase, pour transférer les ressources. J'aimerais vous rappeler que l'UPC de nos illustres devanciers, Omniobé, par exemple, avait demandé à la France de nous accompagner dans un programme école sur 10 ans avant la proclamation de l'indépendance. À cette époque, la France a estimé qu'on était suffisamment mûr pour aller à l'indépendance le 1er janvier 1960. Mais aujourd'hui, alors que la décentralisation, pour ne parler que de cela, est actée dans la Constitution depuis 1996,
Vous estimez, au RDPC, en 2022, que vous ne pouvez pas encore décentraliser effectivement. Vous ne le faites qu'au compte-gouttes parce que vous estimez que les gens ne sont pas suffisamment intelligents. Les gens ne sont pas suffisamment matures. Les gens sont incapables de gérer les ressources qui vont leur être transférées. Au point où vous prenez sur vous de les former éventuellement avant de faire ce transfert de ressources. C'est simplement ce qu'on appelle l'application de la loi à géométrie variable. Vous avez décidé que le progressivement veut dire à dose, au compte-gouttes. Non. Je suis d'accord que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Je suis tout à fait d'accord avec vous, M. Bema. Mais, encore une fois, faisons l'effort d'être honnêtes. Je reste sur votre solution qui est la décentralisation. Je parle sous le contrôle de M. Bessala, qui est un administrateur civil. Ce n'est pas parce qu'on dit progressivement que ça veut dire dans une éternité. Progressivement peut se faire en 2 ans. Progressivement peut se faire en 1 an. Progressivement ne se fait plus. Aidez-moi à calculer, mais 1996-2022, ça fait combien d'années? Ça fait une vingtaine d'années quand même. 26. Ça fait 26 ans. Vous ne pouvez pas dire que vous vous êtes réveillé en 2019 pour découvrir qu'il y avait la décentralisation et que ce n'est qu'à partir de 2019 que vous commencez progressivement à l'implémenter. Au point où on doit se satisfaire de vos petites évolutions. Je l'ai dit tout à l'heure. De 0 à 10, si on se retrouve que le curseur est sur 1, oui, effectivement, il y a une évolution, mais elle est insignifiante. Le deuxième propos la deuxième précision que je voulais faire, c'était à l'adresse de M. Bessala, qui a, dans un propos qui me semble pertinent, a quand même laissé passer une idée qui pourrait être mal comprise, en tout cas à mes yeux. Celle selon laquelle le fédéralisme serait une sorte de prétexte pour la sécession. J'aimerais dire à ce sujet que ce serait peut-être faire un procès d'intention. Et je lui donne un exemple. Dans la Constitution américaine, on peut même faire sécession. C'est un droit. On peut demander à quitter l'Union. L'autodétermination. Voilà. Mais les États-Unis, c'est 50 États et plusieurs territoires. Le président américain, chaque année, fait un discours sur l'état de l'Union. Et les Américains se sentent de plus en plus américains, malgré le fait qu'ils ont le droit de quitter l'Union. Je parle là d'un État qui est fédéral et où les États ont le droit de quitter l'Union. Ce n'est que dans la vision jacobine de l'État qu'on charge le concept de fédéralisme de relance séparatiste, précisément parce qu'on est tellement attaché à l'idée de l'État unitaire qu'on ne doit jamais confondre avec l'unité nationale. Parce que les États-Unis, c'est un État fédéral, mais uni. D'ailleurs, ça s'appelle États-Unis d'Amérique. C'est une fédération au demeurant. La Suisse, c'est sur le plan au moins du nom, confédération helvétique, même si cela fonctionne comme une fédération. Je parle sous le contrôle d'un constitutionnaliste. Mais donc la devise de la Suisse, c'est un pour tous, tous pour un. C'est pour dire que il ne faut pas faire un procès d'intention aux fédéralistes. Il ne faut pas penser que tous ceux qui veulent un peu plus d'autonomie ou d'une autonomie du type fédéral sont forcément des séparatistes endormis. Moi, je ne peux pas revendiquer l'héritage historique du Cameroun anglophone, qui est un fait. Mais je suis favorable à plus d'autonomie. Je suis favorable à plus de pouvoir pour pouvoir gérer de manière autonome les compétences locales. Et cela doit être également considéré comme une technique, comme une technologie de résolution d'un problème que M. Bessala a bien identifié. Le fédéralisme est une technologie de résolution du problème de la pauvreté. Simplement parce que du point de vue managérial, s'il y a un seul centre de décision, il y a plus de difficultés à adresser des problèmes spécifiques, plus que quand il y a divers centres de décision qui sont, en vertu notamment du principe de la subsidiarité, à même de mieux comprendre les problèmes qui s'opposent à eux localement. C'est donc pour ça que nous pensons qu'il ne faut pas seulement voir le fédéralisme désormais comme une revendication anglophone. Il faut désormais voir dans le fédéralisme une technologie, je pèse mes mots, une technologie de développement. Et fatalement, on est bien obligé de constater, de remarquer que les pays les plus avancés
si ce ne sont pas des fédérations, c'est des pays avec de très larges autonomies régionales ou locales. Et je vais citer un exemple qui vous surprendra. Je prendrai l'exemple de la Chine, qui est un État très centralisé, notamment sur le plan politique, avec l'implication du Parti communiste chinois dans tous les maillons de la vie chinoise, mais qui est très paradoxalement un pays dans lequel la plupart des régions sont quasiment autonomes sur le plan de leur gouvernance locale, etc. La Russie, la grande Russie, c'est la République fédérale de Russie, avec des... Là-bas, on ne parle même pas d'État, on parle de république. C'est-à-dire que les entités fédérales dans la Fédération de Russie portent le nom de république. En Afrique du Sud, là-bas, on n'évoque pas le mot fédéralisme dans la Constitution, mais chacune des 9 provinces de l'Afrique du Sud a un parlement et un gouvernement qui est dirigé par un premier ministre. Je veux dire que c'est un résultat qu'on peut atteindre de 1001 manières. Même si on a peur du mot fédéralisme, moi je suis pour le plaidoyer selon lequel il faut que l'on s'inspire de ce qui marche et de ce qui marche bien, parce que justement on a un problème de développement. Et on n'a pas le droit de se priver des technologies qui le permettent le mieux. Et à l'épreuve des faits, au regard de ce qui se passe dans la plupart de nos pays, en commençant par le Nigeria à côté, il faut bien se rendre compte que notre développement, surtout celui qui est le plus pertinent pour les populations, c'est-à-dire ce qui les touche dans leur vie au quotidien, passera certainement, je peux même avancer sur ce certainement péremptoire, certainement vers une dévolution plus importante du pouvoir. Je termine en disant que la France même, qui en Europe faisait figure de gardienne du jacobinisme, s'est fortement décentralisée ces dernières années. Dites-vous bien qu'en France, il y a au moins 3 échelons de décentralisation, au moins 3. C'est-à-dire qu'il y a les communes. Au-dessus des communes, vous avez les départements, qui sont, en France, une collectivité territoriale décentralisée avant d'être une circonscription administrative. Et au-dessus des départements, vous avez les régions. La réforme des régions a été faite récemment, pas récemment, mais a été faite du temps de M. Hollande pour donner plus de pertinence territoriale. On a fusionné les régions qui s'apparentaient pour pouvoir leur donner plus de pertinence dans les projets qu'ils auront à mener. Et plus de compétences aussi. Donc, je vous parle de la France qui est considérée comme l'héritière et la gardienne du jacobinisme. Si on veut donc parler des exemples anglo-saxons, la Grande-Bretagne, dont le système de l'indirect rule transpire dans les veines des anciens territoires qui ont été sous leur tutelle, vous voyez qu'en fait, on s'étripe au Cameroun à cause d'une divergence de vision. Pour parler de la Grande-Bretagne, elle est constituée de nations constitutives. C'est-à-dire que leur niveau de décentralisation va au point où ils considèrent que dans la Grande-Bretagne, le royaume de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a des nations constitutives. Il y a la nation d'Irlande du Nord, il y a la nation de Pays de Galles, il y a la nation d'Écosse et il y a la nation d'Angleterre. Cela n'empêche pas qu'ils aient un seul Premier ministre pour les affaires étrangères, mais des premiers ministres dans chacune des nations constitutives, etc., etc. Donc il faut que nous soyons capables d'avoir un certain dépassement paradigmatique pour comprendre que ce n'est pas parce que nous croyons, nous autres, ou ceux qui y croient, à l'État unitaire, même dans sa forme décentralisée, que c'est un horizon infranchissable et que c'est la panacée. Il faut admettre qu'on puisse avoir d'autres façons d'aborder la question de l'architecture institutionnelle de notre pays, même si ce n'était que pour résoudre la problématique du développement et pas seulement la crise anglophone. Et nous autres, nous pensons donc qu'on peut faire d'une pierre 2 coups, parce que en même temps, si on considère que le fédéralisme est une technologie de développement et que c'est une revendication anglophone, en y allant, on règle 2 problèmes à la fois. Oui, Valère Bessala, vous allez réagir sur la question du fédéralisme. Vraiment rapidement, en un mot, je vais vous relancer avec une autre question sur la reconstruction, cette fois-ci, de ces 2 régions, les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Oui, peut-être au représentant du RDPC pour lui dire qu'en fait, il m'a mal compris. Moi, j'ai jamais dit ce qu'il a dit. C'est vous plutôt qui avez compris, monsieur Tipkio. Moi, je crois qu'il faut faire attention. Je dis, le grand dialogue national, il n'a jamais été voulu par le président. J'ai donné des indices pour qu'on comprenne comment il a réagi sur le terrain, parce qu'il a donné une chose à ceux qui en demandaient et il en a fait une autre.
Donc si évolution il y a, c'est pas par rapport aux applications de ce qu'on a dit dans le grand dialogue national. Il n'y a rien du tout qui a évolué à cause des résolutions du grand dialogue. Je peux même vous donner même une preuve. On a dit dans le grand dialogue national qu'il fallait procéder à la reconstruction des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Ouais, c'était ma prochaine question. Alors on a vu un ministre qui a pris son ami, il a positionné dans l'affaire là, M. Tasson. C'est lui qui s'en occupe. Où en est-on aujourd'hui? Je crois qu'il fait un travail de fond. S'il vous plaît. Allez réagir. Mais il pompe nos deux lignes 94 et 65 ainsi que ce que la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni a eu à donner et quelques autres partenaires. Ma question était, est-ce que l'urgence ici n'était pas la pacification plutôt que la reconstruction dont on parle? Peut-on réellement reconstruire une zone qui est encore en crise, où on vit encore de tels tumultes? Votre question justement me permet de rentrer dans le propos très brillant de M. Ndiaye tout à l'heure, pour lui dire en fait que l'autodétermination est prévue par la Charte des Nations Unies. Et c'est une norme internationale de droit qui justement donne la possibilité au peuple, soit du fait de l'histoire, soit du fait de la culture, de pouvoir revendiquer une spécificité par rapport à un pouvoir qu'il conteste au départ, dont il compte se détacher. Alors j'ai dit histoire, j'ai dit culture, j'ai dit spécificité. Dans le cadre du Cameroun, ce n'est pas le cas. Quand vous rentrez dans la jurisprudence de l'affaire du Cameroun oriental, 1963, la CIJ le dit très clairement. C'est-à-dire que le Cameroun conteste que l'autre partie soit allé au Nigeria et que l'autre soit rentré ici. La CIJ établit effectivement dans l'un de ses paragraphes que on ne peut pas penser que l'outil possidetis iuris devra être remis en cause aujourd'hui parce qu'on veut porter au devant la spécificité de ce peuple-là qui, avant 1916 du moins, jusqu'au 10 juillet 1916, était une entité unique dans le Neue Cameroun, dans le Cameroun allemand de 750 000 km². On peut avoir d'autres jurisprudences dans le temps sur les Bantoustans en Afrique du Sud, maître. C'est-à-dire que l'Afrique du Sud et des Blancs avaient décidé de saucissonner certains territoires qui paraissaient très rebelles afin de pouvoir garder la bonne Afrique du Sud, ce que l'ONU avait rejeté. On peut revenir sur la Namibie, on peut revenir sur le Zimbabwe. On peut quand même aussi revenir dans les années 1930 avec l'affaire du Panama, c'est-à-dire la Colombie. C'est-à-dire la Colombie perd le Panama parce que le Panama pense que justement le droit à l'autodétermination, ils ont une certaine spécificité. Mais là où la France avait échoué à faire sortir le Panama de l'emprise de la Colombie, les États-Unis ont réussi. Et la preuve, c'est qu'ils ont mis la main sur cette affaire. Mais le cas du Cameroun, c'est pas le même. C'est-à-dire que c'est un peuple historiquement au départ, mais qui du fait de l'ONU et des grandes puissances internationales a été rendu divisé. Pas culturellement, parce qu'en fait, on ne parle qu'anglais de ce côté-là. Il faut le savoir, parce que la culture là-bas, elle est juridique, elle est linguistique. Mais le Bakweri ne connaît pas ces choses-là, en fait. La culture, elle est davantage traditionnelle. Elle est Bakweri, elle est tout ce qu'on peut imaginer comme langue là-bas et comme spécificité. Donc c'est ce qu'en fait on établit pour faire tomber l'élément de l'autodétermination qui ne peut pas aboutir à une sécession ou alors à une spécificité politique, une spécification politique de ce peuple-là. La deuxième chose, c'est que, historiquement parlant, il n'existe pas d'anglophone avant 1916. Donc, on comprend particulièrement qu'à ce niveau-là, la notion d'anglophonie, oui, bien sûr. Donc la notion, non, je suis d'accord. Tous germanophones. Oui, voilà. Donc la notion d'anglophonie et francophonie, ce sont des notions fabriquées par les contingences internationales. De la société donc en fait, l'échec de l'autodétermination, le rebut de cette logique de sécession a été un peu comme un cas de conscience de la société internationale, notamment l'ancienne SDN et la nouvelle ONU et les grandes puissances qui se sont dit on ne va plus toucher au Cameroun et chercher à le diviser, sinon ça risque de nous donner à la figure. Donc je voulais passer dessus pour qu'on se comprenne, pour dire en fait que quand je dis le fédéralisme, c'est la porte d'à côté, la porte avant. Le sécessionnisme, il faut bien que cela soit dit. Parce qu'en fait, la faute que l'on va donc reprocher à celui qui dirige le Cameroun, c'est celle du 4 février 1984. Parce qu'en fait, au lieu de passer à l'Assemblée nationale pour que soit décidé si nous devenons un pays décidément jacobin, c'est-à-dire État unitaire, comme le disait Maître tout à l'heure, il a préféré passer par un décret. Ça, c'était pas bon du tout. C'est pour cela que c'est le point d'achoppement. Le point d'achoppement, et on comprend qu'à ce moment-là, il avait voulu vraiment briser comme ça par l'élan
de nos frères du Nord-Ouest et du Sud-Ouest à pouvoir s'autodéterminer. Je crois que la question que vous avez posée, j'ai commencé déjà à répondre à Maître, en répondant à Maître, du moins en apportant des éléments de complémentarité à Maître, poser que on peut enlever les États-Unis, parce qu'en fait les États-Unis sont en cas à part. Ils sont en cas à part parce qu'ils ont été colonisés. La plupart des pays qui ont droit à l'autodétermination, ce sont des pays qui n'ont pas toujours été colonisés, c'est-à-dire qui n'ont pas eu toujours un impact de l'extérieur. Mais les États-Unis ont été un cas différent. On va voir par exemple le Canada, où les populations Nunavut. Les Nunavut ont bénéficié sur les 9 millions de kilomètres carrés du Canada de 2,5 millions de kilomètres carrés avec une autodétermination qui leur donne un droit sur les 2 millions de kilomètres carrés du fait de la spécificité culturelle et la spécificité historique des peuples Nunavut. Donc c'est souvent la première nation. Merci beaucoup. Donc vous voyez qu'on ne peut pas toujours pas mélanger, mais mettre tout de go ces choses-là côte à côte. Je crois que pour le cas du Cameroun, il faudrait que nous fassions très attention, Monsieur Michael. Nous sommes dans une logique de deux poids, du moins un poids, deux mesures. C'est-à-dire que, effectivement, le gouvernement, il est assez jacobin. Il centralise tout. Mais je ne veux pas aussi que l'on pense que la décentralisation, c'est une affaire d'aujourd'hui. Parce que les gens parlent de 96, il y avait déjà la décentralisation, hein, soyez idiots. Moi, je suis désolé. Quand vous lisez la Constitution de 72, du 2 juin, vous allez vous rendre compte que le Cameroun, bien sûr, il y avait déjà la décentralisation. Quand vous revenez même à 60, bravo maître, vous allez vous rendre compte qu'en fait, même dans la fédéralité du pays, dans le nord-ouest et au sud-ouest, on s'autogérait. Hein. On s'autogérait. Il y avait un gouvernement là-bas, il y avait une assemblée, et puis les gars, ils faisaient leurs affaires, et puis dans le côté francophone, du moins, on avait comme une décentralisation à deux pôles. C'est-à-dire qui obéissait au découpage, je vais dire, linguistique. Non, moi je préfère linguistique, c'est-à-dire puisqu'on connaissait le camp. Oui, enfin, le découpage culturel. Voilà. Non, moi j'évite l'élément culturel parce que la langue n'est pas pour moi que pour dessiner. Oui, on peut le dire comme ça. Donc la décentralisation existait déjà, vous comprenez? Je crois plutôt que ils ont pensé peut-être en 96 que c'était une découverte ou une nouveauté qu'ils apportaient alors que ce n'était pas le cas. Je crois qu'ils n'ont fait qu'écrire décentralisation, mais elle était déjà appliquée. Puisque même quand vous regardez les plans quinquennaux du président Ahidjo qui partent de 1966 à 1987, après lui, vous allez vous rendre compte qu'ils obéissaient à une logique de décentralisation. Puisqu'en fait les plans quinquennaux ne visaient rien d'autre que à mettre au devant la spécificité culturelle, économique de chaque région et de pouvoir créer à partir de cette spécificité justement des indicateurs et des points d'impulsion économique afin que chaque région puisse se développer à partir de ce qu'elle connaît comme force. C'était ça la logique des plans quinquennaux. Donc on n'a pas inventé cela en 96. Et comme Maître le disait, moi je suis d'accord avec lui, c'est-à-dire que le progressivement qui dure trop longtemps là n'est plus vraiment le progressivement, c'est la mort lente du pays. C'est comme ça, c'est ce qu'il faut acter. Parce que 26 ans 23 années pour venir créer un code. Et vous allez vous rendre compte, le code même arrive pourquoi? Parce qu'il y a la pression du grand dialogue. Il y a la pression du grand dialogue parce que les gens se disent, ben voilà, il faut donc le faire, le code. Les gens ont rédigé ce code en 2 ou 3 semaines ou en un mois. Parce qu'il faut qu'on vous le dise. Il faut le dire. C'est pour cela que vous allez par exemple voir dans ce code-là qu'il y a tellement d'hérésies, tellement même de fautes. Quand je vais dire des fautes, je ne parle pas des fautes de grammaire ou des fautes d'orthographe, ce sont des fautes de système juridique, de systématisation juridique. Par exemple, vous allez voir qu'on décide, par exemple, dans le grand dialogue, et là je le lui concède, c'est-à-dire d'enlever l'affaire des délégués du gouvernement. Et là, on parlait des maires de ville. Vous allez vous rendre compte qu'à un moment dans le code, on parlait de maires de ville, et après vous retrouvez encore délégués du gouvernement parce que ça a été fait à la va-vite. Oui. C'est-à-dire qu'il fallait absolument donner cette affaire-là. Donc vous allez donc vous rendre compte que la décentralisation, elle a toujours été là, mais elle a été toujours refusée par le pouvoir de Yaoundé. Pourquoi? En fait, il y a présidé à la direction de l'État qui n'avait rien à voir avec le développement du peuple au concret. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Si vous refusez de décentraliser et que l'État produit de l'argent tous les jours, cet argent est stocké. C'est comme si vous mettez un individu là, un ministre ou je sais pas trop quoi, qui a toujours un coffre-fort dont l'argent ne sort jamais. À force de faire 2, 3, 4, 5 ans, d'autres ont déjà fait 20 ans ministre au même endroit. Il fait un mi-ami avec le coffre-fort et il finit par mettre la main. Parce qu'en fait, cet argent-là était supposé être distribué au sein des populations, dans les régions. Et une fois donc la logique centrale du patron de l'État, lui dit, je ne veux pas décentraliser maintenant parce que je soupçonne certains de vouloir. Alors, c'est ça la logique. C'est une maladie. Je vais dire par exemple en France. Vous savez qu'aujourd'hui, la Guadeloupe est en train de se battre pour sortir de cette affaire-là. La Guyane même qui aujourd'hui a été séparée des Comores en 1976, 74, 76 avec tout ce qu'on connaît. Donc oui, la Polynésie, voilà aussi. Ils sont en train de voir comment est-ce qu'ils vont rentrer parce que
extra-métropolitain. Plus d'1,5 million de kilomètres carrés. Un petit pays qui a à peine 580 ou 600 000 kilomètres carrés. Vous voyez, c'est ça aussi, parce que ces territoires sont en train de voir la double gestion de la France. C'est-à-dire que même comme Maître disait que c'est un État jacobin, mais qui redistribue, ne distribue pas comme ça. Même sur le plan même de l'identité. Le Polynésien n'a pas, je vais dire, entre guillemets, le même statut ou les mêmes droits, hein, au sens strict du terme, que le pur français qui vit à Paris, qui est né en France, ainsi de suite. Donc vous comprenez, c'est très difficile, vous savez. Donc la question de l'autodétermination est une question assez fondamentale. Mais dans notre contexte, nous, on a compris que même les Blancs qui sont dans ces choses-là ont compris que la question de l'autodétermination ne peut pas être posée au Cameroun. Parce que la Grande-Bretagne, aujourd'hui, je sors par là, stratégiquement, elle ne voudra pas de cette histoire parce qu'elle sait déjà qu'elle avait pris l'autre partie septentrionale par une fraude de vote. Donc, il sera très compliqué. La France n'en veut pas parce que pour elle, c'est un territoire qui va partir dans le monde saxon et lui faire perdre, par exemple, la ligne de démarcation du golfe de Guinée. Parce qu'il faut faire très attention. Et cette ligne de démarcation est hyper importante. Donc, l'élément de langue est un élément peut-être important pour les Saxons, mais qui n'est pas un élément important pour les autres pays. Donc, je veux dire que nous fassions très attention parce que la guerre dans le nord-ouest, sud-ouest, pour moi, n'est pas une guerre. C'est un conflit, justement, de paupérisation. Il faut que l'on donne du pain à tous les Camerounais et que tous les Camerounais se sentent chez eux. Et la clé, justement, Luson et Somba, on l'avait dit, hein, on l'avait pensé d'ailleurs, que c'était cette décentralisation-là, parce qu'on l'a suffisamment dit, l'État jacobin, l'État central ne permet pas aux populations de vivre au quotidien. L'hypercentralisation de l'État, c'est un véritable problème pour les populations. C'est pour ça qu'on a parlé tout à l'heure de ce statut spécial, mais dans cette démonstration, la démonstration qu'on vient d'entendre, Valeb, ça nous fait comprendre justement que la décentralisation en elle-même, on perçoit que la décentralisation est tout simplement bloquée. À partir du moment où tous fondons l'espoir sur cette décentralisation pour être la solution à cette crise. Marc, que ce soit la décentralisation, le fédéralisme, la centralité de l'État n'est pas exclue. Parce que quand vous prenez la fédération, les trois principes qui la structurent, on dit l'autonomie. C'est-à-dire que chaque région pourra avoir ses couleurs, ses institutions propres, son hymne national, la participation des États fédérés pourrait accompagner l'État fédéral, contribuer par la l'État central. Que le fédéralisme est beaucoup plus articulé sur un support politique. Parce qu'on confère beaucoup trop, on transfère beaucoup trop de pouvoir à la fédération que dans le cadre d'une décentralisation. C'est pourquoi on estime qu'en réalité, la décentralisation est administrative alors que la fédération est politique. Maintenant, en dedans de cela, vous vous rendez bien compte que aujourd'hui, par rapport au mouvement que nous sommes en train de vivre, et là je souscris entièrement à l'option prise par M. Valère Bessala, qui indique qu'en réalité, ce n'est pas une guerre en tant que telle, mais c'est un problème de management politique. C'est un problème justement où, M. Joe l'a dit, les anglophones s'estiment être marginalisés. Et parfois, ce n'est pas faux de le dire. On peut leur donner raison lorsqu'on voit un peu la technostructure de l'État. Vous prenez par exemple le président de la République, qui est francophone, son directeur du cabinet civil francophone, le secrétaire général président francophone, les deux présidents des assemblées politiques délibérantes francophones, et vient en quatrième position, ou du moins vient en une position qu'on peut estimer comme une position sensible. Le Premier ministre... Il faut même indiquer que le président du Conseil économique et social vient avant le Premier ministre, dans l'ordre protocolaire. Non, politiquement, non. Peut-être politiquement, mais dans l'ordre sur le plan politique, non. Sur le plan politique, le secrétaire général de la présidence est plus puissant que d'autres institutions. Non, je vais revenir. Vous connaissez notre débat sur la question. On parle de protocole. On parle de l'ordre protocolaire. Oui, regardez sur l'ordre protocolaire politique. Oui. C'est-à-dire que sous l'angle politique, le président de la République, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre est en quatrième position. Et le président du Conseil économique et social, le président de la Cour suprême, non, du Conseil constitutionnel, la Cour suprême. Donc, le Premier ministre est la quatrième personnalité politique, mais la deuxième personnalité administrative. Parce que le président et le Premier ministre sont les deux seules personnalités qui prennent les actes par décret. Maintenant,
la logique que nous devons faire, Marc Kipcho, ou bien l'analyse profonde que nous devons faire sur la question que vous posez, c'est simplement que le Cameroun n'a pas, à mon sens, un problème de choix de la forme de l'État. En réalité, si cette décentralisation était bien appliquée, était bien structurée, au point où, Valère Bessala l'a dit, quand vous prenez le Code général sur les collectivités territoriales, on continue de vous parler de la communauté urbaine, nous sommes passés à la mairie de la ville. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'incongruités qui y restent. Donc, et la pratique voudrait que l'esprit du jacobinisme continue d'animer les gouvernants haut placés de l'État. Parce que quand vous regardez, on vous dit la décentralisation, c'est quoi? Simplement, c'est un transfert de compétences et des moyens appropriés aux collectivités territoriales décentralisées sous l'œil d'un représentant de l'État qui peut être le gouverneur ou le préfet qui assure la tutelle administrative. Mais vous vous rendez compte que, à cette définition, si on la colle à la pratique, vous allez vous rendre compte que la pratique démontre que, en réalité, dans un contexte de décentralisation, nous sommes en effet dans la réalité dans un contexte de décentralisation, de déconcentration appuyée. Donc c'est pour indiquer que tout ce qui se fait au Cameroun, à mon sens, dans le sens de la forme fédérale ou décentralisée, tout cela c'est juste la volonté politique. Parce qu'on a toujours, quand vous regardez le fonctionnement de nos institutions décentralisées, vous vous rendez compte qu'en réalité, il y a une volonté, mais une volonté éprouvée. C'est-à-dire que les hautes autorités au niveau de l'administration centrale ne veulent pas lâcher du lait. Certains sont allés plus loin en disant trivialement que si la décentralisation nous a dépassés, essayons le fédéralisme. Écoutez, je le disais tout à l'heure, Marc Kipcho, peut-être les autres pourront rebondir sur la question. Sous l'œil du constitutionnaliste ou de l'administrativiste que j'ai, je constate que ce n'est pas une question de forme de l'État. C'est une question de volonté, de gouvernance politique, de transparence politique, de lutte contre la corruption, de répartition, comment je veux le dire, équitable, rationnelle des biens de l'État. Voilà, par la paupérisation, des pauvretés. Il y a ceux qui sont là toujours pour manger et d'autres là qui sont là pour les regarder et l'image est choquante. Donc c'est pour dire qu'il faut essayer de repartir les biens de l'État de manière rationnelle, pour que chacun se sente impliqué dans la gestion des affaires publiques. Marcelin Bema, vous vouliez nous dire quelque chose tout à l'heure sur la reconstruction. Le plan porté par le ministre Tasson, on l'a cité tout à l'heure, et je posais la question de savoir si on peut réellement reconstruire dans une zone comme celle-là, qui semble toujours sinistrée aujourd'hui. Est-ce que l'urgence n'était pas la pacification avant d'arriver à la reconstruction plus tard? Non, s'il faut attendre la pacification totale, je pense qu'on va attendre longtemps. Je pense qu'au fur et à mesure où on gagne sur le terrain, on essaie d'investir. Je pense que le travail que le ministre Tasson fait, il fait un travail de fond. On ne peut pas le voir maintenant, mais quand tout cela sera implanté, nous allons voir qu'il avait fait un travail de fond. Vous voyez, pour implémenter quelque chose, il faut d'abord y penser. Je pense que c'est ce qu'il est en train de faire. Et nous voyons l'évolution. Même la décentralisation dont nous parlons aujourd'hui, avant, c'était même pas comme ça. Aujourd'hui, mais on peut dire que nous voyons l'existence de ces conseils régionaux. Et on doit s'en contenter, quoi. Parce que non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Non, il faut d'abord qu'on reconnaisse. C'est ça. Je suis d'accord avec vous qu'il faut aller un peu plus vite. Tout le monde est d'accord qu'il faut aller un peu plus. Personne ne dira qu'il ne faut pas aller vite. Tout le monde voudrait qu'on aille un peu plus vite pour que la population trouve du sien dedans. Ça dit que. Vous n'avez pas l'impression qu'on est même sur place là, qu'on ne bouge pas du tout. Oui, c'est ce que nous demandons nous tous. Ça dit que ce que nous demandons que ça aille un peu plus vite. Ne pensons pas que nous, du RDPC, nous dirons que ça doit toujours rester stagné à cette situation. Non, nous voulons que ça aille un peu plus vite. Pour qu'on voit le produit sur le terrain, nous demandons que ça aille un peu plus vite. Je pense que c'est ce que l'État est en train de s'atteler à faire et que ça va arriver. Doit-on craindre pour la prochaine rentrée scolaire? Parce que, telles que les choses se passent, la rentrée c'est dans un mois maintenant. Et puis la situation sur place. Monsieur Bema nous a dit tout à l'heure que l'école avait repris, tout se passait. On vient de faire une année sans problème. Est-ce qu'il ne faut pas craindre pour la prochaine rentrée scolaire encore? Non, moi je ne trouve pas qu'il faille craindre. Vous savez pourquoi je le dis? C'est pas pour dire qu'en fait nos amis dans les brousses du Nord et Sud ne sont pas efficaces. Non. C'est pour dire en fait que le problème c'est pas eux. Le problème c'est ceux qui sont chargés de pacifier ces zones. Parce qu'en fait, ils jouent double jeu.
jusqu'à ce que je vois que le nouveau déploiement dispositif militaire fasse son travail sur le terrain. Parce que vous allez vous rendre compte que si vous regardez, vous comparez 2 semaines des résultats du général Doubé-Créault et 6 ans sur le terrain de ce qui sont passés, le général Anka et compagnie, vous allez vous dire, mais comment Doubé-Créault arrive en un mois, il fait un tel résultat? Ça veut dire 2 choses. Soit les données étaient sur la table de son prédécesseur et il ne foutait rien, soit alors Bouba est arrivé, il est allé au choc. Si je pose ces 2 questions, ce sont des questions rhétoriques. C'est-à-dire pour comprendre qu'en fait, que le problème n'est pas nos enfants, nos frères dans la brousse. Le problème n'est pas nos frères. Ils revendiquent quelque chose pour ces populations. Ils ont peut-être des méthodes barbares que nous réprouvons. Mais le problème est clair, c'est que c'est Yaoundé qui dérange. C'est Yaoundé qui dérange. Donc c'est pour ça que je dis que la rentrée n'a pas de problème. La rentrée n'a donc pas de problème. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous rentrez même sur la stratégie, vous avez 2 régions. Le B.A.B.A. de la stratégie dans la défense, bon, je fais ces choses-là sous d'autres cieux. On sait que la région poumon est la région du nord-ouest et la région support est celle du sud-ouest. Alors, les sécessionnistes, ils avaient réfléchi d'une certaine façon. C'est le nord-ouest qui, en fait, est le fond même de l'affaire. Mais pour que ce soit intéressant, il faut contaminer le sud-ouest et maintenir la violence dans le sud-ouest, qui ne veut pas de sécession et qui est tiède, parce qu'en fait, ce sont des Sawa, comme on dit, des gens du littoral. Ils se reconnaissent davantage dans le littoral que dans le reste de l'autre région. Alors, vous avez compris qu'ils se sont installés, par exemple, dans le Lébi-Alem. Et ils ont mis l'un des généraux les plus féroces, qui a été dans l'armée, je crois, quelque chose comme ça, un dissident. Alors, la stratégie, ça aurait été simple. On aurait dû faire du rabat à partir de la région de l'Ouest Cameroun, c'est-à-dire qui est limitrophe avec cette affaire-là dans le sud-ouest de Lébi-Alem. Vous montez et vous ratissez, parce qu'en fait, c'était ça. Et on voit que ils se sont concentrés dans le nord-ouest. Ils ont presque abandonné le sud-ouest en disant à Yaoundé que tout va bien dans le sud-ouest, c'est un petit problème. Et pourtant, c'est là-bas qu'on a eu des choses terribles. D'ailleurs, ils ont commencé à rentrer dans le Noun. Dans le Noun, ils sont même encore à Babadjou, ils arrivent dans les, les bambous, je crois quelque chose comme ça. Donc ça devient... La Menoua également est touchée. Voilà, la Menoua. Donc vous voyez, donc dans la stratégie militaire, on n'a pas utilisé la technique du rabat. Pourquoi? C'était à volonté. Nous avons un matériel d'identification assez efficace. On a même acquis des drones d'identification par des rayons. Donc même dans l'obscurité, on peut savoir, on peut faire survoler et identifier. On ne les utilise pas, ou alors peut-être on les utilise, on sait là où ils se trouvent, mais personne ne fait rien du tout. Donc pour dire qu'en fait la rentrée, pour moi, il n'y a pas de problème. Mais s'il y a des problèmes à la rentrée, c'est que certainement encore ils ont décidé de continuer à gruger les caisses de l'État, parce qu'il ne s'agit pas de ça. Je vais même vous dire quelque chose, monsieur Michael. Vous savez que parfois ces gens-là, parfois quand ils sont malades même, ces enfants qui sont dans la brousse, là, ces généraux-là, ils viennent se soigner à Douala Yaoundé. Ils passent comment? Il passe comment? C'est ça la grande solution. Pour que vous compreniez qu'en fait, Maître le dit. Je le dis encore. Le docteur Luisson le dit encore. Et sur le représentant de l'ADPC, je suis content qu'il ait dit cela. C'est-à-dire que le problème n'est pas là-bas. Le problème, c'est ici, à Yaoundé. C'est le problème du pain. C'est le problème du pain. Mais si vous me dites, par exemple, le train de vie de l'État, prenons seulement le train de vie de l'État. Vous prenez un mec qui travaille dans le nord-ouest et le sud-ouest, et qui peut être, disons, n'importe quoi. Je ressens à Yaoundé, même un secrétaire général qui utilise un 4x4 de 120 millions de francs, un Land Cruiser. Le Land Cruiser, c'est au moins 8 à 10 salles de classe. Ça dit qu'un mec roule dans 10 salles de classe tous les jours. Pendant que les enfants font l'école sous l'arbre, dans le septentrion, dans le nord-ouest, le sud, dans toutes les régions, même d'ailleurs. Vous pouvez vous imaginer ça? Et cette voiture-là ne va jamais en brousse parce qu'il n'est que secrétaire général. Il va faire quoi en brousse? Il n'est pas délégué départemental ni délégué régional. Vous comprenez? Ça veut dire qu'au bout de 6 ans, quand il va réformer ce véhicule et le récupérer, parce que c'est ça le sens de la réforme, ce véhicule n'aura même pas roulé 50 000 km. L'État aura dépensé non seulement 120 millions pour acheter le véhicule, l'argent pour l'entretenir, parce que c'est aussi l'État qui l'entretient, le carburant qui rentre, parce que les bons de carburant, notre carburant, il rentre dedans. Vous comprenez? C'est ça le grand problème aujourd'hui. Il faut ouvrir. Il faut ouvrir, monsieur Michael. C'est de ça qu'il est question et c'est ça que les Camerounais veulent. Donc il n'est même pas question de dire ici qu'il y a peut-être une opposition qui est trop farouche et ainsi de suite. D'ailleurs, monsieur Diéou le disait tout à l'heure que les gens pensaient qu'il fallait absolument enlever l'élément, celui qui va parler de fédéralisme. C'est constitutionnel. C'est constitutionnel. C'est un terme qui est connu. Mais donc on n'a pas besoin de le dire ainsi. Donc je crois qu'il faut qu'on fasse très attention. L'école aura bel et bien lieu, mais si l'école ne passe pas de ce côté, il faudra regarder Yaoundé.
Merci, messieurs. On va prendre la transition et on revient pour le deuxième sujet de ce dimanche. À tout de suite. Que se passe-t-il au sein du mouvement pour la renaissance du Cameroun dans la région de l'Ouest? La semaine qui s'achève a été riche en événements au sein de la formation politique dans cette partie du pays. À l'origine, des militants mécontents qui soutiennent avoir été lésés lors du processus de renouvellement des organes de base de la Fédération régionale de l'Ouest. Leur candidature rejetée, ils ont décidé de saisir le juge pour demander l'annulation des élections. Intervient plus tard une autorisation spéciale du sous-préfet de Bafoussam Ier pour l'organisation d'une conférence de presse en vue, je cite, de dénoncer la démarche plutôt de la commission électorale à l'Ouest. Une démarche qui n'est pas du goût des responsables de la Fédération régionale du MRC à l'Ouest du Cameroun. Dans un communiqué, cette fédération dénonce une campagne de déstabilisation de la formation politique et le feuilleton s'achève en fin de semaine par l'exclusion du parti du chef de file des contestataires. Et tout n'est pas arrêté là, tout ne s'est pas arrêté là, justement, on annonce la création d'un mouvement dissident, l'Alliance Nouvelle pour la Reconstruction du Cameroun. Roland Diou nous en dira peut-être plus tout à l'heure, mais je commence, tout porte à croire, Maître Ndiorou, que le MRC traverse une véritable crise à l'ouest du Cameroun avec ce feuilleton que je viens de raconter. Bon, on pourra apprécier si le MRC traverse une crise, si le sous-préfet de Bafoussam Ier nous délivre lui aussi à ce moment-là une autorisation spéciale pour installer les nouveaux organes élus pour diriger le MRC à l'Ouest. Parce que je vous fais observer que on a transformé les règles de la République en matière de réunion publique. S'il se serait contenté, je parle du sous-préfet de Bafoussam Ier, de délivrer un récépissé de déclaration de réunion publique à ceux que vous appelez les dissidents. Cela aurait suffi largement pour qu'ils organisent leur conférence de presse. Mais non, il a cru devoir délivrer, non pas un récépissé de déclaration de manifestation publique, mais une autorisation spéciale. Le sous-entendu est très clair. Je parle sous le contrôle aussi bien d'un administrateur civil que d'un enseignant de droit. On a transformé le régime des réunions publiques. Je reste sur les réunions publiques. Le sous-entendu, c'est que les réunions sont interdites au Cameroun. En tout cas, singulièrement à Bafoussam Ier. Mais exceptionnellement, on peut vous donner une autorisation pour le faire. Alors que la loi de 90 n'a pas encore changé. En tout cas, avant que je n'entre dans ce studio, ce n'était pas le cas. Monsieur Bessala, qui vient de Yaoundé, peut-être qu'il nous amènera dans ses valises le nouveau décret qui a été signé, je crois, après 11h30. Mais à défaut, c'est encore le régime de la déclaration qui préside aux réunions publiques. Et même pas forcément aux manifestations publiques. Je ne parle même pas de manifestations publiques, je ne parle que des réunions publiques. Et c'était une réunion publique. Nous aussi, en tout cas, le secrétaire de la fédération régionale MRC Ouest a saisi la même autorité pour que celle-ci prenne acte de ce que nous entendons effectivement procéder à l'installation solennelle des responsables récemment élus. Et j'espère qu'il aura l'élégance de nous délivrer, sinon une autorisation spéciale, au moins un récépissé de déclaration de réunion ou de manifestation publique, afin que précisément l'opinion publique puisse juger elle-même de ce que le MRC a des problèmes à l'Ouest. On a déjà vu ce qui s'est passé au parc des loisirs de Bafoussam lorsque cette réunion tant vantée a eu lieu. On a bien vu qu'il y avait plus une tempête dans un verre d'eau qu'autre chose, où vous avez couvert l'événement. Vous avez bien vu qu'il y avait un nombre qu'on pouvait compter de personnes et les démissions annoncées en grande pompe, on pouvait les compter sur les doigts de deux mains. Donc, nous restons sereins au sein du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Nous considérons que les uns et les autres ont parfaitement le droit de ne pas être d'accord avec ceci ou cela. Nous pensons même que quand vous estimez avoir atteint la limite de votre engagement dans une formation politique, vous avez tout à fait le droit de changer de fusil d'épaule, d'aller ailleurs, d'aller voir ailleurs, peut-être de porter vous-même une ambition politique. C'est de bonne guerre. Je n'ai donc pas vocation à commenter
les prises de position, les actes et les agissements des uns et des autres de ce point de vue-là. Je préfère par contre revenir sur ce qui me semble important. Ce qui me semble important, c'est que, et je crois peut-être que l'intérêt de tout ce ramdam, c'était de passer cela sous le boisseau, c'est de dire que nous avons quand même montré au Cameroun qu'on peut innover. On peut innover dans la manière d'organiser des élections en interne. Et que cela ne nécessite pas forcément d'avoir les moyens de l'État. Voyez-vous, nous avons au sein du MRC conduit un processus de renouvellement. D'ailleurs, un processus qui se poursuit parce que ce n'est qu'une étape, celle de la région politique de l'Ouest. Ce n'était qu'une étape, d'autres régions vont suivre. Nous avons innové parce que nous avons introduit un mode de scrutin qui s'appuie sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication, qui permet le vote électronique, rien que ça, et qui permet d'avoir les résultats 5 minutes après la clôture des opérations de vote, après la fermeture du bureau de vote. 5 minutes. Et donc, pour moi, c'est le plus important que nous voulons signaler. Pour dire quoi? Pour dire que si on a un peu de volonté, on peut apporter de la transparence dans les processus électoraux dans nos pays. Je vais même souvent jusqu'à dire que pour les élections nationales, je pense que la biométrie intégrale, l'informatisation du vote serait la meilleure chose à faire. Mais même si on n'informatisait pas le vote en lui-même, mais seulement le dépouillement. Je vais prendre un exemple terre à terre pour le démontrer. C'est-à-dire que si quand on finit le dépouillement dans un bureau de vote, le président du bureau de vote a un kit comme ceux qu'on donne aux agents de l'ECAM pour les enregistrements, pour les inscriptions des militants sur les listes électorales, qui permet de saisir le résultat sorti des urnes immédiatement après que cela a été dépouillé dans le bureau de vote, et qu'une fois que cela est validé, ça fait l'objet d'une centralisation dans une base de données à laquelle tous les candidats peuvent avoir accès en ligne. Cela garantit davantage la transparence du processus électoral, parce que comme vous le savez très bien, lorsqu'il s'agit d'élections nationales, c'est le transit des PV et des urnes dans les différentes antichambres où ces PV séjournent, qui permettent de fabriquer de nouveaux résultats. Donc si on avait, ne serait-ce que de ce point de vue-là, décidé simplement d'informatiser le dépouillement, on aurait déjà beaucoup avancé dans le processus électoral pour lequel nous nous battons depuis plusieurs années aujourd'hui et que nous souhaitons voir les choses s'améliorer. Donc, je n'élude pas votre question et je vous réponds simplement en disant que nous sommes sereins. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun, comme toutes les formations politiques qui se respectent, vit son évolution politique avec ses difficultés, comme tout le monde, ses leçons, ses succès aussi. Et nous prenons les choses avec beaucoup de sérénité et surtout, nous gardons le cap et nous pensons que, de toutes les manières, le champ politique camerounais nous enseigne souvent beaucoup de choses et le temps nous permettra de voir un peu plus clair dans les prises de position, les agissements les uns et des autres. En parlant des prises de position et agissements des uns et des autres, disons Issomba, comment peut-on interpréter justement ce rôle jugé trouble du sous-préfet qui délivre une autorisation spéciale? Quel était l'objectif recherché par l'administrateur civil? Apaiser les tensions ou jeter de l'huile sur le feu? Mais écoutez, c'est d'abord son rôle principal, c'est-à-dire que c'est lui de délivrer une autorisation de manifestation publique. C'est que nos autorités de police administrative ont toujours parfois tordu le cou à cette exigence-là. C'est une compétence liée. C'est-à-dire que, en fait, le sous-préfet ne peut interdire que il a toutes les certitudes que la manifestation peut être à l'origine d'un trouble à l'ordre public. Mais si tel n'est pas le cas, il doit autoriser la manifestation. C'est sur le plan rigoureusement des droits de l'homme, cela traduit la vitalité de la démocratie dans un État. Ils doivent le faire. Mais parce que généralement, parfois, les interdictions, on trouve des mobiles fallacieux. C'est-à-dire qu'on se fonde sur des choses qui n'ont aucun support juridique, c'est-à-dire qu'aucune raison juridique pour en interdire. Donc pour moi, je pense que c'était sur le plateau avec Pierre-Emmanuel Bignam qui avait salué justement l'apport du gouverneur.
qui avait ouvert, qui a mis en place tous les mécanismes possibles pour que ce renouvellement des organes de base du MSC se déroule dans des très bonnes conditions. Sans vous interrompre, je me dois également de le dire ici. J'ai été moi-même chargé de mission dans une commune, celle de Bana, où le commandant de brigade est passé pendant que nous faisions notre vote pour s'enquérir de la situation et savoir comment les choses se déroulaient. Et donc, il y avait de la sérénité. Voilà, donc c'est pour dire, Michael Kipchoge, que c'est de tels actes que nous encourageons, nous sollicitons justement de nos autorités de police administrative de faire jouer le jeu politique, le jeu démocratique. Non, la question c'est sur l'autorisation spéciale du sous-préfet pour organiser une conférence de presse. Oui, je vous dis que cela revient de leur rôle principal, c'est-à-dire qu'en réalité, lorsque une demande de manifestation est formulée à l'endroit du sous-préfet, le principe c'est qu'il doit justement accorder la tenue de cette manifestation, et peut-être c'est ce que le sous-préfet a fait en l'encadrant tout ça par ce qu'on appellerait une autorisation spéciale, mais techniquement c'est une autorisation, c'est-à-dire que de manifester publiquement, bien que l'expression spéciale, je ne sais pas où elle vient, je ne sais pas ce que cela veut dire, ou bien parce que ça concerne un parti de l'opposition, c'est peut-être trop dit, mais ce que je voulais avancer par rapport à cela, Michael Kipchoge, c'est que on constate très bien que les processus de renouvellement des organes de base, que ce soit au parti au pouvoir et que dans d'autres partis de l'opposition, se sont toujours déroulés avec beaucoup de passion. Vous voyez, on a vu ce qui s'est passé dans le RDPC, on a vu ce qui s'est passé un peu dans le SDF à la suite de la décision très très contestée du chairman. On voit aujourd'hui ce qui se passe au niveau du MSC. C'est quoi précisément? C'est que Michael Kipchoge, la politique, c'est un peu, comme j'aime à le dire, en convoquant Gaspard Ganzard, qui dit que la politique est un jeu violent. Parfois, on se donne des coups en dessous de la ceinture, au mépris de la position du bijou familial, pour indiquer que lorsque vous êtes militant dans une formation politique, il y a toute une carrière, c'est un peu comme une carrière administrative, c'est-à-dire que vous partez de la cellule, de la base, de la sous-section, de la section jusqu'au comité central. Et cela fait de sorte que les militants qui viennent ne sont pas là pour accompagner les autres. C'est-à-dire qu'eux aussi ruminent des ambitions politiques pour essayer d'aller plus haut que cela. C'est ce qui peut justifier que dans ces processus de renouvellement des organes de base, vous avez toujours vu des tensions monter, c'est parce que ce n'est pas facile aujourd'hui d'accepter une défaite. C'est Jean Dubois de Gaudisson qui disait que démocratie sans culture démocratique n'est que ruine de la démocratie. Donc c'est pour dire que tout le monde qui accepte de rentrer dans la casquette du militant doit cultiver les valeurs de fair play, de tolérance, d'acceptation de la défaite, d'acceptation de la victoire. Et c'est ce qui peut justifier que dans ces formations politiques, vous voyez, ça grimpe avec, par exemple, la discipline du parti qui débouche parfois sur des exclusions. Vous avez vu Messanga Nyandi du côté du RDPC, Alain Guépi dans le MSC, ainsi de suite. Donc, ce sont des mots, ça traduit d'abord la vitalité au sein des formations politiques, mais aussi ça se déroule, il ne faut pas le nier, parfois avec beaucoup de passion. Mais il n'y a que Valère Bessala, certains militants mécontents, on les appelle ainsi, de cette formation politique continuent de ressasser jusqu'au jour la décision du parti de ne pas aller aux élections législatives et municipales de 2020. C'est à croire que cette décision a fait beaucoup de mal au sein de cette formation politique. Comment est-ce qu'on fait pour surmonter cela au sein du parti aujourd'hui? Bon, cette décision a fait beaucoup de mal au sein de ce parti, c'est des affaires internes, mais moi je vais dire qu'elle m'a fait aussi du mal à moi, puisque je suis dans l'opposition. Et je vais rentrer dans cette question plus tard, mais pour dire en fait que le cas du sous-préfet, je crois que c'est une aberration administrative. Il faut le dire, autorisation spéciale pour une réunion. C'était même manifestation, c'était une réunion. C'est pas une autorisation, c'était juste une déclaration de réunion. Donc le texte est clair, on déclare une réunion et si le sous-préfet juge que vous ne devez pas, absolument, là il fait écrire. S'il n'écrit pas, vous vous réunissez tranquillement parce qu'en fait le silence vaut acceptation. C'est ça en matière de réunion. Par contre, pour la manifestation, il a vraiment besoin de le signer parce que c'est une autorisation. La manifestation est sous le régime de l'autorisation, la réunion est sous le régime puis de la déclaration. Vous faites très attention. Donc quand nous voulons nous réunir pour une conférence de presse, on écrit simplement au sous-préfet, on nous met un cachet sur la lettre d'accusé de réception et on rentre chez nous. On attend le jour de la réunion. S'il juge donc le maintien de l'ordre et tout ça comme d'habitude, nous connaissons la chanson, là il va écrire.
Donc, en fait, c'était inopportun. Ils n'avaient vraiment pas besoin de faire ça. Ils pouvaient laisser les enfants tenir leur réunion, leur conférence de presse sans avoir besoin d'écrire cette chose-là qui n'existe pas dans la loi de 90. Et une fois cela dit, je dis, la décision du parti de mon frère Maître Ndiaye de ne pas aller aux élections en 2020, moi, ça m'avait choqué. Ben, il faut le dire parce que j'étais de ceux qui comptaient énormément sur, comment dire, le travail social, sociologique et populaire qu'ils avaient abattu depuis l'élection 2018. Donc je m'attendais naturellement à ce qu'ils convertissent cette force populaire-là en suffrage. Ça aurait été un député, un maire, que ça aurait été quand même quelque chose. Vous voyez, que ça aurait été quelque chose. Maintenant, c'est leur cuisine à eux s'ils ont décidé souverainement de ne pas y aller. Mais pour ma part, et je crois que c'est aussi le cas des autres partis de l'opposition, nous pensons qu'en fait, ils avaient les devants à cette période-là pour pouvoir vraiment s'imposer dans la machine. Parce que vous savez, le peuple aussi a besoin parfois, quand il vous fait confiance à un certain moment, sur le plan de l'aura, sur le plan du suivi, que vous alliez jusqu'au bout de votre action. Parce que quand le peuple il vous suit depuis le 2018, comme c'était le cas du MRC avec leur leader, il avait besoin justement qu'en 2020, que le MRC aille tester sa machine d'abord. Parce qu'en fait, le 2020 n'était même pas une affaire de député ou maire. C'était de tester la machine. C'est-à-dire qu'il fallait tester le MRC. C'est vrai qu'ils avaient déjà eu un député depuis 2013. Bon, on peut dire que c'était vraiment un coup de maître. Pour un début, créé en 2012, 2013, vous prenez cette affaire, c'était un coup de maître. Mais il fallait tester cette... Avec des fraudes massives et barbares. Voilà, c'est pour ça que je dis c'était un coup de maître. C'était un coup de maître. Donc il était question en 2020, pour moi, dans ma vision à moi, que cette machine-là se confronte à la réalité du suffrage, à partir de l'aura populaire qu'elle avait emportée depuis 2018. Un député, un maire, ça aurait suffi. Mais ça aurait été aussi bon, après ce test-là, de mettre le peuple devant ses responsabilités. De dire que voilà, nous étions aux élections, vous nous avez fait arriver deuxième après le candidat premier, et maintenant, aux élections, vous ne nous avez donné qu'un seul député, monsieur, madame le peuple, et 2 maires. Bon, nous allons quand même continuer à travailler pour qu'aux prochaines échéances, si vous trouvez que nous méritons encore votre confiance, que vous nous donnez la moitié peut-être de l'Assemblée nationale, on va être plus ambitieux que ça, ou alors sans mérite. Vous comprenez? Mais cette décision-là nous faisait beaucoup de mal. Et le 2, c'est que pour l'opposition, cela m'a fait du mal parce que, vous savez, moi je venais de lancer le jeune parti avec les jeunes, et moi je comptais voir le MRC partout et créer encore, diluer le RDPC là où on se trouvait. Je me suis retrouvé à soi avec Jouvence face au RDPC, tout seul. On en est sorti avec 1965. Et si on avait eu par exemple le MRC en face, on aurait dilué l'affaire là, on aurait conjugué nos énergies. Ça aurait été différent. Ouais. Vous comprenez? Donc moi ça m'a vraiment peiné. Ça m'a peiné, mais nous y sommes allés. Ça fait donc qu'aujourd'hui, moi je me dis que peut-être qu'ils ont tiré déjà au MRC, je ne sais pas comment ça marche là-bas à l'intérieur, les leçons de ce refus d'y aller. Vous comprenez? Parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, on ne peut pas demander à un parti au pouvoir de coudre les textes électoraux à nos mensurations, à nous dans l'opposition. Tout le monde qui a le pouvoir voudra toujours coudre tous les textes électoraux à ses propres mensurations. C'est comme ça que ça marche. Parce que quand on se retrouve à la Fondation Mouna, comme c'était le cas avec vous, l'UDC, les autres, vous dites que voilà, code consensuel, qui va le valider? Personne. Qui va le valider? Puisque vous-même, quand ils vous amenez là-bas, à la Fondation Mouna, les UDC, les autres là, ils sont à l'Assemblée. Oui. Mais vous n'êtes pas à l'Assemblée. Quand ils vous amenaient là-bas, c'était pour faire quoi? Parce qu'en fait, ils se retrouvent parfois à l'Assemblée et vous n'y êtes pas. Et ils ne peuvent pas vous suggérer, vous qui étiez avec la Fondation Mouna, de prendre donc ce code consensuel, d'en faire une proposition de loi et de la poser à l'Assemblée nationale. Même s'ils sont minoritaires, on aurait quand même dit, pour une fois, en combien d'années d'existence de l'Assemblée nationale, l'opposition a au moins fait une proposition de loi qui portait sur le code consensuel et que le peuple dise donc, vraiment, le parti au pouvoir ne veut pas de code consensuel. Mais depuis que ce projet est terminé à la Fondation Mouna, je n'en entends plus parler. C'était donc quoi l'objectif? Parce que pour moi, j'estime que le MRC, même s'ils ont refusé d'aller aux élections, je suis content du travail qu'ils abattent sur le terrain. Ils auraient quand même pu encore continuer à travailler dans le sens de l'unification de l'opposition et ne plus s'enticher avec ceux qui sont à l'Assemblée et qui ne font pas le job. Parce que pour moi, c'est cela. C'est pour cela que moi, je me suis mis à ce projet-là. Comme vous le savez, M. Vigil, je l'annonce depuis. C'est-à-dire opposition unie et solidaire. Il s'agit de quoi avec précisément? C'est un projet d'unification et de solidarité de l'opposition. Unification parce que je ne veux pas dire qu'on va réussir là où nos aînés ont échoué. Non, c'est trop prétentieux. Mais je dis que nous avons étudié
les facteurs qui ont amené nos aînés à échouer dans l'union de l'opposition, et nous nous sommes dit, voici une voie qu'on peut trouver, la plus simple pour y arriver, encore qu'on a une question de temps, il reste à peine 2 ou 3 années, c'est-à-dire pour ces différentes échéances électorales. Mais la solution de solidarité, parce que c'est opposition unie et solidaire, c'est que nous devons être solidaires partout. C'est pour ça que je dis que j'étais peiné quand moi je suis allé aux élections avec le parti Assoa Jouvence. C'est-à-dire que nous devons combler les vides quand les autres, là où les autres n'ont pas assez de force. Par exemple, le MRC a des grands moyens. Nous, on n'a pas de moyens à Jouvence. Vous voyez ? Si, par exemple, notre petit parti se retrouve quelque part coincé, il faut absolument que ceux des autres qui ont des moyens puissent pouvoir venir en appui, même avec des candidats. Si on ne peut pas constituer une liste, pourquoi est-ce que le MRC ne peut pas nous prêter des candidats qui peuvent venir compléter la liste? Parce que ça, c'est aussi, en fait, la solidarité, c'est aussi ça. Vous comprenez? Donc, c'est ça, la solidarité. Cette solidarité veut dire aussi que lorsqu'il faudra choisir le prochain président de la République, que nous nous réunissions. Et c'est pour ça que j'apprécie le vote biométrique. C'est biométrique qu'ils ont, informatique qu'ils ont engagé. Vous comprenez? Parce qu'en fait, dans la solution opposition unie et solidaire, nous envisageons un vote populaire préalable du prochain candidat. C'est-à-dire qu'avant de proposer au candidat unique de l'opposition, nous allons les proposer d'abord au peuple souverain. Ça veut dire comme vous l'avez fait. Par exemple, pour le cas test de l'Ouest. C'est-à-dire qu'on pose 3 candidats qui vont faire leur campagne. On n'a pas besoin des moyens de l'État. Nous faisons notre propre campagne dans l'opposition pour dire au peuple, voilà 3 candidats de l'opposition. À vous de choisir. Le peuple va au vote. Informatique, vous allez nous prêter votre technologie. Si vous êtes avec nous aussi, peut-être on pourra travailler ensemble dessus. C'est-à-dire que le peuple va choisir au préalable, c'est un peu comme les coqs aux États-Unis et ainsi de suite. C'est-à-dire un candidat de l'opposition et qu'on pourra proposer. Ça veut dire maintenant que les histoires où les gens venaient, quand on s'est entendu déjà, bien dit non, on ne s'est pas dit ça, moi je serai président en marge du candidat unique de l'opposition. C'est le peuple qui aura choisi ce candidat-là et celui qui se met en marge, on prend acte. Vous comprenez? C'est ça la solidarité. C'est-à-dire que si nous voulons affronter ces gens qui sont en face de nous là, on doit être plus intelligent, on doit se souder les coudes, on doit se serrer les coudes, on ne doit plus jouer au parti qui est plus grand ou bien qui a le leader le plus charismatique. Aujourd'hui, le peuple n'en a pas besoin. Le peuple veut juste savoir que le plus grand se rabaisse au niveau des plus petits et le plus petit, humblement, accepte les plus grands et se dit, ils ont beaucoup à m'apporter, je peux m'appuyer sur leurs épaules pour arriver plus loin. Marcelin Boulan. Oui, c'est sur le MRC. Oui, effectivement. Le EDPC, justement, et l'administration. On avait 2 thématiques, sont accusés. Sont accusés. Non, je voulais relancer un peu pour que mon frère ou là. Utiliser des méthodes orthodoxes pour déstabiliser le non, le MRC, le parti n'a rien utilisé comme méthode. Je suis vraiment, moi-même, je suis très gêné de ce qui arrive par rapport dans le MRC. Mais je pense que tous les partis, comme les prédécesseurs l'ont dit, tous les partis vivent cette situation quand ils arrivent à ce moment-là, parce que les gens ont des ambitions. Je me dis seulement, comme Maître vient de me rassurer qu'ils sont sereins, je continue à dire qu'ils continuent à rester sereins et qu'ils puissent gérer cette affaire en interne. C'est une affaire d'interne. On n'a pas besoin d'aller voir le sous-préfet ou bien aller faire... Si les gens ne se sentent plus bien dans le MRC, ils n'ont qu'à partir. Nous l'avons dit ici plusieurs fois, malheureusement, vous ne l'avez pas écouté. Quand on disait ici que quand quelqu'un ne se sent pas bien dans le RDPC, il peut partir. Qui n'attendent pas qu'on l'exclue. Bon, je pense que le MRC aussi peut maintenant, à l'intérieur, gérer cette situation, qu'elle n'arrive pas à pourrir cette vie. Et nous sommes contents qu'ils sont encore sereins. Parce que c'est ça aussi. Hein. Quand les militants continuent à rester sereins, ça veut dire qu'il y a quelque chose à prendre dedans. Et par rapport à ce que le guide vient de dire, je pense que c'est ce que nous demandons au pays. Nous, du RDPC, nous demandons que l'opposition puisse trouver une solution pour qu'il y ait vraiment la compétition. Parce que, par exemple, moi j'arrive souvent dans mon village, il n'y a pas d'adversaire. Je suis le seul parti qui est en jeu. Il n'y a pas d'adversaire. Parce que les gens ne connaissent peut-être même pas mon village, les autres partis ne connaissent même pas mon village. Mais quand il y a l'association, on peut trouver les candidats là-bas et puis ça prend toujours quelque chose. Et on a l'évolution de quelque chose. Je pense que c'est de ça qu'il est question. Et tous mes encouragements. Oui, merci. Sortir rapidement. Oui, merci. Je voudrais simplement terminer mon propos en disant que nous sommes pas sourds au MRC. Nous entendons bien tout ce qui se dit, nous entendons bien toutes les propositions qui sont faites par les uns et par les autres, mais nous assumons aussi, vous voyez, nous assumons toujours les actes que nous posons, les décisions que nous prenons. Et comme on le dit en politique de manière générale, aucune décision n'est que bonne ou que mauvaise. Elle a toujours de bons côtés, éventuellement des contre-coups, qu'il faut également pouvoir assumer et gérer. Et par rapport à la participation
aux cadres de concertation qui peuvent être créés, comme celui sur le code électoral consensuel. J'aimerais simplement dire un mot, c'est pour dire que le fait de travailler avec des formations politiques qui sont dans les institutions, c'est aussi une façon de montrer que nous ne sommes pas simplement on n'est pas seul dans notre bulle. Nous travaillons avec tout le monde. Et la proposition de faire passer le code consensuel à l'Assemblée nationale, je dois quand même signaler que du temps du SDF, l'honorable Joshua aussi l'avait déjà fait en son temps. Il avait déjà proposé à l'Assemblée nationale de réviser le code électoral, mais la conférence de présidents n'avait même pas siégé pour décider de si oui ou non on la met à l'ordre du jour ou pas. Pareil, lorsque nous avions un député à l'Assemblée nationale, cette proposition de réforme du code électoral avait également été, par les voies institutionnelles de l'Assemblée nationale, proposée. Et là, encore une fois, il y a eu silence radio. C'est pour ça que, parce qu'on essaye toutes les voies qui permettent d'avoir un résultat, cette méthode aussi a été proposée pour prendre le peuple d'abord à témoin, ensuite demander sa contribution, parce que ce code consensuel qui a été proposé a été enrichi des propositions de monsieur tout le monde, du citoyen lambda au leader de formation politique. Et vous parlez, je termine par ce dernier point-là, de la solidarité. Je veux démontrer, mon très cher Valère, c'est que même cette solidarité électorale a des blocages au niveau du code électoral. Les élections législatives viennent de se terminer au Sénégal. Vous n'entendez pas parler là-bas de partis politiques, mais de coalition. En l'état actuel de la loi électorale, nous sommes certains que plusieurs partis peuvent présenter des listes communes sans que cela ne pose de problème juridique. La question avait déjà fait débat, justement, et de validation. Lors des élections de voilà, c'est-à-dire que en l'état actuel de la loi, pour présenter des candidatures consensuelles ou bien conjointes, il faut par exemple choisir le parti qui porte les candidats. Encore que c'est la jurisprudence constitutionnelle qui a réglé un peu une dernière question, celle de savoir l'appartenance du candidat au parti. Mais vous voyez qu'il y a du travail. Si on avait l'ouverture des règles du jeu, comme au Sénégal, le problème ne se poserait plus de créer des coalitions à l'avance. On déciderait simplement de le faire chaque fois que les élections ont lieu, parce que la loi le permet déjà. Donc, c'est pour insister sur le fait que la réforme des règles du jeu électoral est un préalable important. Et je pense que c'est un chantier sur lequel l'opposition devrait peut-être se sentir unie et solidaire. Opposition unie et solidaire. Au plus, c'est donc le projet que porte Valère Bessala. On aura peut-être l'occasion d'en reparler, Valère, parce que le temps qui nous a imparti est arrivé à son terme. Merci, Luison et Somba, d'être venu à Canal Presse. Merci, Mike, de m'avoir invité. Je voudrais faire juste une précision pour indiquer que le Premier ministre n'est pas que faible. C'est lui qui décide d'être faible dans le contexte, parce que le Premier ministre a les pouvoirs que la Constitution lui confère et le président aussi. D'accord. Merci Marcelin Mbema d'être venu. Merci Roland Diéou d'avoir accepté cette invitation. Merci une fois encore Valère d'avoir fait le déplacement de Yaoundé pour cette émission. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi cette autre édition de Canal Presse. La rediffusion de ce programme, c'est ce soir 22h30. Demain lundi à la même heure. Passez un très bon dimanche et à dimanche prochain.